Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode numéro 299 du Basket Lab, le laboratoire du jeu. Et aujourd'hui, nous allons parler de Paul George. Paul George et des Clippers. Que s'est-il passé et pourquoi une telle erreur stratégique de la part des Clippers? Et puis, comme d'habitude, pour soutenir le podcast, iTunes, Spotify, YouTube, petit like ou petites étoiles. Bienvenue dans le Basket Lab. La saga Paul George qui va chez les Sixers. Enfin bon, ça vous êtes au courant puisque ça fait un moment, évidemment. c'est juste que j'avais pas pu faire de podcast Free Agency à l'époque, mais en même temps, bon, d'une part, premièrement, vous avez peut-être pas forcément besoin de moi pour savoir que c'est un bon ajout du côté des Sixers, évidemment. Je veux pas trop non plus m'étendre sur le sujet aujourd'hui. On l'a déjà fait un peu dans le bilan 2024 des Clippers, mais surtout, on va le refaire dans le top 100. On fera son profil en 15-20 minutes, peut-être même un peu plus. Comme tous les ans, donc le détail du joueur, on le refera sans doute à ce moment-là. Mais c'est vrai que donc vous n'avez pas besoin de moi déjà pour dire que c'est une bonne addition, un bon ajout pour les Sixers, mais surtout en fait on a aussi c'était pas fait exprès, mais on a cet avantage de faire ça maintenant plus tard. donc on a un peu le a posteriori et on a un peu une chronologie beaucoup plus claire. Aujourd'hui, vous allez voir, tout le monde a un peu parlé, tout le monde s'est un peu exprimé, que ce soit Paul George, Steve Ballmer, etc. Donc je voulais un peu revenir dessus parce que déjà, la saga est intéressante en elle-même, mais plus au-delà de ce côté coulisses ou qu'est-ce qui s'est passé ou pas passé, moi, c'est surtout aborder le trade d'un point de vue stratégique. Mais vraiment, cet aspect enjeu plus général et voilà, c'est vraiment stratégique. Il y a pas mal de trucs qu'on a appris, il y a aussi pas mal de trucs dont je voulais parler, et que j'ai pas forcément entendu ailleurs, donc c'est l'occasion de le faire. Si personne l'a fait, je veux bien moi donner mon avis. Et finalement, le cas des Clippers est un bon exemple, un bon prétexte pour un peu discuter de la valeur des contrats, de stratégie et de plein de petits sujets comme ça, un peu enjeu stratégique, construction d'équipe. On le fait assez souvent sur le Basket Lab. Et donc allons-y sans plus tarder sur non pas ce trade, ce n'est pas un trade, c'est une saga Paul George qui quitte les Clippers pour aller chez les Sixers. Bon, je vais pas vous faire l'affront de vous rappeler quand est-ce que s'est créée cette équipe des Clippers, évidemment, été 2019. Le seul truc un peu marrant dont il faut se souvenir, c'est que c'est une free agency pour Kawhi Leonard, mais c'est un trade pour Paul George, ça vous l'avez pas oublié, mais quelle est un peu la nuance, c'est que ils n'avaient pas forcément des contrats qui étaient alignés, donc, puisqu'il y en a un qui était free agent et l'autre non, qui avait déjà prolongé un an avant au OKC, mais bref, c'est un peu marrant parce que au final, dans ce cycle des Clippers, tout s'était plus ou moins realigné ensemble. Voilà. Modulo, Paul George par exemple, il y avait une histoire de options qu'il pouvait prendre ou pas, on s'en fiche un peu des détails, mais grosso modo, tout le monde est arrivé un peu en fin de cycle et donc se diriger ensemble en même temps vers une prolongation avec ce même timing, donc Kawhi Leonard, Paul George aussi, même James Harden qui était arrivé en octobre ou novembre dernier, lui aussi, c'est pareil, Free Agency 2024, plus même Tyronn Lue, on peut rajouter, plus même Ivica Zubac qui d'ailleurs, depuis cette Free Agency, en août, là, il vient de prolonger, donc on pourra aussi en discuter, mais voilà, il y avait un peu un effet commun, et pour le coup, c'est aussi étonnant parce que on avait d'un côté cet aspect où tout le monde arrivait un peu en fin de cycle, en fin de contrat et demandait renouvellement. De l'autre, c'est vrai que moi, j'avais assez peu d'inquiétude sur le fait qu'on allait tout reprolonger, et même de manière automatique, en fait. Je sais pas, vous, quelle est un peu votre opinion, mais c'est vrai que, pour moi, ça a été un peu surprenant. Cet aspect de, non, il n'y a pas de raison. En plus, voilà, c'est les Clippers. Donc, on sait que les deux stars ont pas mal de pouvoir. C'est un peu eux l'équipe, parce qu'ils sont arrivés, ils ont fait l'équipe à leur arrivée, donc cet été 2019. Kawhi Leonard, quand il est arrivé, il a dit, si vous voulez que je vienne, vous faites Paul George en même temps. Bref, c'est un peu les patrons, et il y a pas de mal à ça, c'est un peu comme ça. Les stars sont un peu les patrons de leur équipe en général, mais surtout les Clippers. Je trouve qu'il y avait un peu cet aspect chez les Clippers de tout est fait pour les stars et puis c'est eux le projet, etc. Donc en un sens, moi j'étais très surpris et je ne m'attendais pas du tout à ce qu'on ait potentiellement un divorce, et donc concrètement qu'on a eu pour de vrai donc un divorce, parce que on était quand même dans un cycle où certes tout le monde arrivait en fin de contrat a priori, mais je me disais automatique quoi, ça va se faire. D'ailleurs en plus on était dans un espèce de all-in avec, là encore, non seulement c'est un all-in sportif et construction d'équipe avec le trade de James Harden qui allait apporter pas mal de compromis financiers, mais voilà, donc non seulement un all-in sportif, financier, construction d'équipe, etc., mais en plus qui était un all-in pas mal piloté par les joueurs, justement. C'est-à-dire que c'était James Harden qui voulait aller aux Clippers, mais surtout les deux stars des Clippers qui le voulaient également.
Donc voilà, ça vient aussi se rajouter là-dessus pour moi où on n'est pas dans certaines franchises où je sais pas, on n'est pas par exemple Jimmy Butler à Miami, bon mais c'est pas lui qui décide de tout, il y a quand même Pat Riley, etc. Voilà, on peut citer plein d'exemples, mais pour le coup chez les Clippers, on avait un peu cette impression de ben non, en fait, non seulement c'est eux le projet, mais en plus c'est eux qui pilotent un peu tout et ça ressemble un peu normal, mais voilà, de facto c'est ça. Ça se passe comme ça. Donc, on était un peu surpris. Enfin, moi, j'étais surpris qu'au final, ça se finisse en un échange. Et bon, on peut se refaire un peu la chronologie si vous voulez. Surtout que j'ai trouvé un très bon article sur ABC News, donc le site de ABC qui est assez très fiable, hein, évidemment. Un article j'arrive jamais à prononcer son nom, de Yugmisuk, qui est un insider de ESPN ABC. Vous savez que parfois il y a des collaborations, des matchs retransmis ESPN aussi sur ABC, les finales notamment. Mais voilà, donc c'est un reporter et insider aussi beaucoup de chez les Clippers pour le coup, donc spécialisé là-dedans, et donc un article sur le très sérieux ABC News qui raconte un peu cette chronologie justement. Et bon, nous, la première fois qu'on entend parler de ça, c'est par rapport en janvier 2024, où donc Kawhi Leonard prolonge de 3 ans. Voilà. Kawhi prolonge en janvier 2024. Rappelez-vous aussi le contexte sportif, on était en plein boom de saison des Clippers où ils étaient fantastiques. Là encore, hein, je peux vous renvoyer vers le bilan 2024 qu'on a fait. On a détaillé, je vais pas le refaire, mais en gros, on a une saison un peu en 2 parties où, on enlève un peu le tout début de saison, mais une fois que ça clique avec James Harden, on a une première partie de saison où ça marche du feu de Dieu, meilleure équipe de la ligue ou pas loin, et deuxième partie de saison post-All-Star Game où ça s'effondre complètement. D'ailleurs, sans trop de raison, pas comme les Pacers 2014, hein, par exemple, ou petite preview pour l'épisode 300. Mais voilà, les Pacers il y a 10 ans, qu'est-ce que effondrement demi-saison, mais qu'est-ce qui s'est passé, c'est qu'on a vu des trades en plein milieu de saison, vestiaire, etc. Là, il n'y a pas ça. Mais bref, donc on a cet aspect de la prolongation qui tombe en janvier 2024. On est en plein la saison du feu de Dieu des Clippers à ce moment-là. Il y a tout qui commence à très bien fonctionner. Donc ça, c'est janvier. Sachant que donc on avait aussi pas mal de... en fait, ça travaillait en coulisses depuis pas mal de mois déjà pour essayer de prolonger non seulement Kawhi Leonard, mais aussi Paul George. Et aussi James Harden, que les Clippers ont obtenu James Harden en tout début de saison. Lui aussi allait être free agent, comme on a dit, donc là aussi ça travaillait. Et donc il y avait un peu cet aspect de Kawhi Leonard qui prolonge. D'ailleurs, il prolonge pour moins que le maximum. Il prend pas un maximum, il prend un peu plus de 50 millions et ensuite 50 millions pile sur les 2 dernières années du contrat, sur 3 ans donc. Et l'idée, c'était un peu de laisser un peu de l'argent sur la table, comme on dit. L'expression est anglaise, je crois, elle est pas très belle, mais de laisser un peu d'argent aux autres, voilà, pour d'autres prolongations. Donc Kawhi Leonard qui prolonge. Et de l'autre côté, donc ça, on l'apprend après, hein, pour le coup, tout le monde a un peu parlé. En fait, Paul George nous raconte, et un peu pareil sur ABC News, nous dit que la première offre des Clippers, c'était 60 millions sur 2 ans. Donc à peine un contrat de 2 ans. Alors que donc Kawhi a obtenu 3 ans. Donc, ok, la première offre, Paul George n'a pas trop apprécié. Ensuite, donc, on a eu cette news que Kawhi a prolongé pour 3 ans, avec en plus autour de 50 millions l'année, hein, comme dit. Sachant que de l'autre côté, apparemment, hein, les Clippers, c'était un peu plus tatillon avec Paul George au niveau des négociations, et non, on veut pas monter au-dessus de 43, 44, 45 millions, etc. quoi. Donc là-dessus, première vexation aussi de la part de Paul George, apparemment, qui dirait mais pourquoi est-ce que vous nous considérez un peu différemment. Je dis pas moi je peux comprendre, et sans doute que vous aussi, ou vous avez envie de dire bah oui, Kawhi, c'est normal, Kawhi Leonard est meilleur, etc. Ok, mais voilà, il faut voir aussi dans la tête de Paul George. C'est quand même plus difficile, eux, dans leur statut, de penser ce genre de choses. Et même, Kawhi, il prend moins. Donc, il y a aussi peut-être un peu plus d'argent pour Paul George. Plus cet aspect de lui, il dit, bon, mais on est arrivé ensemble, c'est un peu nous l'équipe. Et voilà, même si en vrai, je pense qu'on est un peu tous d'accord pour dire que Kawhi est un peu meilleur, c'est vrai que le truc un peu normal ou classe à faire, c'est, bon, bah, tu les traites un peu pareil, quoi. Je trouvais pas ça choquant, pour le coup. Mais bon, de l'autre côté, on peut aussi argumenter que les Clippers sont déjà dans le second apron. Donc la deuxième limite à pas dépasser, mais qui dépasse quand même par rapport au budget salarial autorisé. Donc ils ont déjà dépassé la deuxième limite qui est la plus punitive. Effectivement, on peut aussi argumenter que côté Clippers, il n'y a pas de petites économies. Hein. Littéralement, chaque dollar dépensé explose de plus en plus en termes de taxes. Et qu'est-ce que ça coûte vraiment aux propriétaires. Donc bref, il y a eu ça. Et quand Paul George il a vu ça, non seulement lui il a vu qu'on lui proposait à peine 2 ans, ça lui plaisait pas, mais en plus il a dit bon ok, vous lui donnez 3 ans, donnez-moi ça aussi.
donnez-moi pareil, et puis voilà, c'est comme ça. Bon, finalement, ça se fait pas. Quand Kawhi prolonge, on a des news comme quoi on s'attend à ce que Paul George et Harden aussi prolongent assez rapidement. Kawhi Leonard aussi espère, et d'ailleurs c'est pour ça qu'il a pris moins d'argent, il espère qu'il y aura prolongation des autres aussi rapidement. Ça ne se fait pas. On a encore des news au mois d'avril qui retombent là-dessus. On attend, on espère une prolongation. De nouveau, pareil, en mois de mai, quand on a l'élimination en playoff, etc., etc. Et finalement, non, il n'y a rien qui tombe. Et la suite de la saga, vous la connaissez un peu plus logiquement, parce qu'on l'a vu publiquement, je veux dire. C'est cette histoire de on se dirige vers un divorce avant la free agency, on sait que c'est fini, il veut partir, et il veut s'en aller parce que négociation infructueuse en termes de prolongation de contrat. Oui, j'ai pas dit d'ailleurs, mais bon, je veux pas détailler, on s'en fiche un peu, mais vous savez que parfois certains vétérans sont pas obligés d'arriver jusqu'en free agency pour tester le marché et prolonger. On peut prolonger parfois de manière anticipée comme la Kawhi Leonard, et donc Paul George pouvait le faire. Enfin bref, les détails de ça on s'en fiche, mais voilà, juste je le précise peut-être pour les néophytes, on peut prolonger parfois un peu en amont, on n'est pas obligé de prolonger à la free agency. Donc bref, on savait qu'il y avait ça, le divorce, on allait vers le divorce, mais avant ça, juste avant, il y a eu l'échange, potentiellement échange aux Warriors. Pourquoi ? Parce que les Clippers, sachant que c'était fini, ils voulaient peut-être en tirer quelque chose en retour, ce qui est la bonne stratégie, pour le coup, en tout cas, à partir des décisions qui avaient déjà été prises avant. Si tu sais qu'il y a divorce, ok, tu peux essayer d'en tirer un truc. Le problème, c'est que je pense qu'ils ont été un peu trop gourmands, et ou, de l'autre côté, les Warriors ont été un peu trop prudents, peut-être aussi, je sais pas, mais l'ajout aurait été fantastique aux Warriors, sauf que les Warriors, il y avait un coup génial, c'était en plus d'activer l'option de Chris Paul, donc ça aurait fait le gros contrat à mettre dans la balance, c'était parfait. Plus, pour que le package soit intéressant, voilà, Chris Paul, personne n'en veut, tu mettais un jeune ou deux, tu mettais Podziemski, Kuminga, ou les deux, ou Moses Moody. Bon, les Warriors n'ont pas voulu, ils voulaient garder absolument leurs deux futurs MVP, apparemment ils les voient comme ça, les Kuminga et les Podziemski. Donc ça s'est tombé à l'eau, et donc ensuite Paul George est allé aux Sixers prendre son argent, et c'est vrai que c'est un peu le point clé dans cette histoire, c'est qu'est-ce que voulait Paul George. Et bon, j'ai déjà un peu dit, au début, la stratégie des Clippers, ça a été de proposer finalement assez peu, 60 millions sur 2 ans, c'est à peine 30 millions l'année. Voilà, vous avez vu qu'ensuite ils ont offert 50 millions à Kawhi Leonard, et en plus sur 3 ans, donc la première offre était pas top. Paul George s'est senti un peu insulté. Bon, c'est toujours une question d'ego, etc. On peut, à défaut d'être d'accord ou pas, on peut comprendre en tout cas dans ce référentiel, dans le sien en tout cas, que ça se passe comme ça. Et puis ensuite, il réclame l'offre la même offre, exactement la même que Kawhi, donc c'est-à-dire 3 ans et autour de 50 millions l'année, que les Clippers ne veulent pas lui donner dans un premier temps. Mais ensuite, les Clippers veulent bien, apparemment, d'après ABC News, les Clippers au niveau de la free agency veulent bien lui donner, mais sauf que le mal était un peu fait, quoi, parce qu'il y a eu pas mal de négociations, et notamment donc ce qui s'est passé aussi, c'est que, souvenez-vous, il y a aussi un épisode marquant dans cette histoire qui, avec le même propriétaire, le même GM, président des opérations basket, en tout cas officiellement, c'est Lawrence Frank, ancien coach des Nets d'ailleurs. Lawrence Frank est un peu le même président, Steve Ballmer aussi. Souvenez-vous l'épisode de Blake Griffin. Peut-être les plus jeunes s'en souviennent pas, mais à l'époque, donc c'est Lob City, le fameux Blake Griffin, DeAndre Jordan, Chris Paul, etc. Et que se passe-t-il ? Chris Paul a été échangé été 2017, donc chez les Rockets. Il part chez les Rockets contre Montrezl Harrell, Pat Beverley, Sam Dekker, dédicace. Bref, et en fait, ce même été, Blake Griffin, lui, ne part pas, et il était en free agent, et on lui a donné un méga contrat. Dit, tiens, prends, toi tu pars pas, on te donne ce contrat, donc énorme contrat, sauf que la petite douille, si j'ose dire, la petite nuance en tout cas, pour rester un peu plus correct, c'était qu'il n'y avait pas de no trade clause, il n'y avait pas de clause où le joueur pouvait dire non, je me fais pas échanger, je choisis si je me fais échanger ou pas, il n'y avait pas de no trade clause, et donc en fait c'était un move, donc ce même front office et ce même président, ce même propriétaire avait donné l'énorme contrat à Blake Griffin pour pas le perdre pour rien à la free agency en juillet, et grosso modo, je sais plus quand c'était peut-être novembre, décembre, janvier, je sais plus exactement, mais en gros, il est échangé à Détroit même pas 6 mois après. Voilà, donc ça, c'est aussi un épisode marquant, surtout quand on parle de ce même front office. Donc là, on a un peu le clan Paul George, on se dit, ok, on va peut-être demander ça, quoi. On va demander ça. On va demander une no trade clause, parce que vous êtes gentil, on vous fait confiance, mais non, en fait. Mais non. Donc, donnez-nous une no trade clause. Ça fait partie de négociation. Voilà, ça paraît assez logique, surtout vu les antécédents. Les Clippers qui apparemment étaient enfin au niveau de la free agency enclins à lui donner ça,
ils avaient changé d'avis par rapport à ça, la somme et le montant, la somme et la durée de ok, on veut bien au final te donner cette somme, apparemment d'après ABC News, bah là quand il y a eu cette nouvelle demande de no trade clause, ça a bloqué. Donc non, on veut pas te donner une no trade clause. Donc là, prenons un peu, marquons un temps de recul, mettons-nous à la place de Paul George. On a une franchise qui vous offre très peu, même enfin largement en dessous des prix du marché pour son statut. En plus, son contrat très court, donc un truc vraiment, si ça marche pas ou si on veut s'en débarrasser, c'est facile parce que c'est un contrat court. On n'a pas besoin d'échanger X années, 4 ou 5 années d'un méga contrat et personne ne voudra l'encaisser. Ok, donc on a ça. Un peu proposition en dessous des prix du marché, contrat très court, ça inspire pas la confiance, et on refuse aussi une no trade clause. Donc là, vous êtes dans le clan de Paul George, vous dites ah ouais, en fait, ils veulent bien me donner le contrat, mais parce qu'en fait, peut-être qu'ils veulent m'échanger aussi, quoi. Et je peux comprendre en effet, et même moi-même, je vais un peu défendre ça. Je peux comprendre de la part des Clippers, mais mettez-vous à la place de Paul George, il y a un peu ce truc de, en fait, ils veulent pas de moi, ou alors ils veulent garder l'option sous la main absolument de vouloir m'échanger, quoi, ou de voilà, ça respire pas la confiance. En tout cas, je pense qu'on peut le résumer comme ça. Donc, la no trade clause est refusée. Et donc, quel est le prochain move? Quel est le contre-move, la contre-proposition dans les négociations de la part de Paul George? Eh bien, c'est de demander non pas un contrat de 3 ans, mais un contrat de 4 ans. Voilà, c'est l'idée, c'est vous voulez pas me donner cette clause où c'est moi qui décide si je suis échangé ou pas. Et parenthèse, c'est quelque chose d'assez... enfin, le pouvoir est clairement entre les mains du joueur. Souvenez-vous, Bradley Beal, qui part contre quasiment rien en termes d'échange. Pourquoi ? Parce que comme il a une no trade clause, il peut choisir... Enfin, il y a plein de monde qui pouvait faire des offres. Miami pouvait faire une offre, n'importe quoi, Toronto, Chicago, New York, tout le monde pouvait faire des offres à Washington pour Bradley Beal. Sauf que si à la fin Bradley Beal disait bah non, moi je veux pas être échangé là, bah le trade tombait à l'eau. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Ça veut dire que Bradley Beal a le pouvoir. C'est lui qui a un peu les rênes de l'échange, en fait. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Bah, au final, c'est lui qui décide. Donc, Phoenix, en sachant que Bradley Beal voulait absolument Phoenix, Phoenix a pu faire une offre largement en dessous du prix, sans doute du prix du marché, ou de la valeur sportive, ou etc., etc. Et en fait, Washington a dû accepter, parce qu'il n'y avait littéralement pas d'autre option. Bradley Beal a fait comprendre que non, c'est moi qui ai le pouvoir, c'est moi qui ai la clause, c'est moi qui ai le dernier mot. Je vais refuser absolument tout, sauf Phoenix. Et donc Phoenix, position de force, bah, tu peux offrir pas beaucoup, notamment donc le contrat finissant de Chris Paul, déjà, encore lui, qui est par là. Et donc voilà, je pense que faut aussi se rendre compte de pourquoi est-ce que les Clippers n'ont pas voulu donner ça, c'est que c'est quand même costaud, quoi. En un sens, on comprend l'aspect Paul George par rapport à Blake Griffin, ce qui est arrivé à Blake Griffin, et t'as pas envie de signer un contrat et de te faire échanger de suite, c'est pas cool. Parce qu'en fait, l'histoire, c'est que Blake Griffin s'est retrouvé coincé à Détroit. Alors, il a fait une très bonne année à Détroit, notamment. Il n'y a pas de souci, mais c'est vrai que c'est un peu triché au niveau de la free agency, parce que le principe de la free agency, c'est toi, tu as la liberté de choisir où tu veux aller. Or, si tu signes un contrat et que 4 mois après, alors, il y a une date où tu peux pas être échangé, genre 2 jours après, on est d'accord, mais c'est une question de mois. Je crois qu'à partir de décembre, tu peux commencer à être échangé. Bref, ça vient un peu... ça vient, comment dire, rompre un peu le pacte, et ça vient casser l'idée même de la free agency où le joueur peut choisir, à la liberté de choisir où il va jouer, en fait. Donc on peut comprendre aussi Paul George, mais on peut aussi comprendre de l'autre côté les Clippers qui disent bah non, parce que en fait on veut quand même nous garder nos options ouvertes. On a compris que les Clippers avaient pas en tête forcément de ben voilà, il est plus aussi intouchable, il est plus méga star, superstar, puisqu'il lui propose pas beaucoup, il lui propose un contrat court, ensuite il lui refuse une no trade clause. Mais bref, t'as pas non plus envie de donner tous les pouvoirs aux joueurs sur une no trade clause parce que c'est costaud, quoi. CF, donc l'épisode Bradley Beal. C'est un peu les deux extrêmes, malheureusement. Quand la franchise a le pouvoir, elle peut faire une Blake Griffin. Quand c'est le joueur qui a le pouvoir, on peut voir le package contre Bradley Beal. C'était quand même pas top. Donc, malheureusement, il n'y a pas trop de juste milieu. Donc, on peut comprendre aussi cet aspect de bataille autour de ça. Bref, donc, c'est refusé. Et donc, que dit Paul George ? Il dit, bah, ok, vous voulez pas me donner cette clause, alors au moins, donnez-moi une 4e année de contrat. Voilà. Et c'est ça qui va devenir, en fait, le point de tension, le nœud du problème, c'est la 4e année de contrat. Quel est le raisonnement de Paul George à ce moment-là ? Bon, bah, si vous voulez pas me donner cette clause et donc potentiellement je vais être échangé, bah, au moins, donnez-moi le méga contrat. Comme ça, même si je suis échangé et que je ne choisis pas ma destination et que vous me bazardez ailleurs, bon, bah, au moins, j'ai mon contrat. Voilà, ça, on peut aussi le comprendre. Mais évidemment, on est dans des négociations, on peut comprendre un peu tous les parties, évidemment. Mais voilà, c'est un peu comme ça que ça s'est fait. C'est on veut une autre clause, non, tu l'auras pas. Donc donnez-moi au moins un méga contrat, comme ça, si vous m'échangez, au moins j'ai mon argent.
C'est un peu l'idée. Donc, c'est un peu comme ça que ça s'est fait, et c'est ça qui est devenu le point de tension, apparemment, de toutes ces négociations, c'est la 4e année. Et c'est ce qu'a totalement refusé de donner LA, puisqu'il faut dire LA, hein, c'est pas le nom officiel, c'est les LA Clippers, c'est pas les Los Angeles Clippers, mais voilà, au final, ça a beaucoup tourné autour de ça, c'est ça qui a bloqué, on va le détailler, mais voilà un peu la saga Paul George, et comme dit, je pense qu'on peut un peu comprendre les deux camps, entre Blake Griffin versus Bradley Beal, un peu ces deux cas-là, entre l'histoire de, non, on te fait en octobre, la première offre qu'ils lui ont fait en octobre, elle était très très basse, hein, à peine 2 ans, 60 millions, donc ça ne respire pas la confiance, ça ne respire pas le on veut de toi, en termes de durée, mais même en termes de somme, plus le fait que on a aussi donc Kawhi qui a sa grosse offre, alors que Paul George, lui, il galérait à gratter million par million dans les négociations, et finalement Kawhi Leonard, il obtient la grosse offre, 50 millions l'année, plus Kawhi Leonard qui prend moins pour que les autres puissent prolonger, à la fois James Harden et Paul George, plus côté Paul George, cet aspect de j'ai pas l'impression qu'on veut de moi, j'ai pas l'impression d'être traité sur le même plan que Kawhi Leonard. Enfin bref, plein de trucs comme ça. Et de l'autre côté aussi, pour citer un peu la franchise, on peut comprendre, moi je trouve, hein, je pense qu'on peut en un sens comprendre la clause de no trade, la no trade clause, on peut le comprendre. On sait que ça peut créer malheureusement des situations un peu extrêmes. Donc voilà. Et de l'autre côté aussi, si on écoute un peu la franchise, c'est vrai que eux ils disent, nous on avait aussi une équipe qui était faite de stars, hein, de superstars, mais qui étaient aussi des mecs qui avaient au moins tous 33 ans pour le coup. Voilà, si je retrouve, hein, je peux vous lire. En arrivant sur cette intersaison, notre roster était construit avec 3 excellentissimes, splendides joueurs de 33 ans ou plus, et 2 d'entre eux qui allaient devenir des free agents. Donc notamment Kawhi Leonard et James Harden, avec Paul George qui avait une option, donc. Et évidemment, les Clippers disent, nous, notre souhait, c'était de les garder, de les retenir, mais sur des contrats qui nous auraient permis, nous, selon certaines contraintes du nouveau cibier, de continuer à construire l'équipe. Voilà, c'est un peu comme ça qu'argumente en tout cas la franchise, c'est on voulait les garder, mais avec aussi les contraintes de salary cap et de le second apron et de la taxe, etc., on voulait aussi des contrats qui puissent nous permettre de vraiment construire l'équipe. Donc, on a négocié pendant des mois avec Paul George, je cite toujours, pardon, on a négocié pendant des mois avec Paul George et avec ses représentants sur un contrat qui aurait du sens pour les deux parties. Mais nous étions beaucoup trop loin en termes de négociation. Le gap, l'écart était significatif. Bref, donc on va le développer, mais après la clause, tout s'est joué autour de cette 4e année ou pas, hein, de Paul George. Et donc c'est un peu là-dessus que tout s'est joué avec donc Golden State qui a essayé sa chance, finalement non. Et puis de l'autre côté aussi, oui, parce que je l'ai pas dit, mais pourquoi est-ce qu'il y avait possibilité de trade aussi pour Paul George, c'est que comme il avait une option, il suffisait qu'il prenne son option et il pouvait être échangé avec, alors que comment il a pu ensuite signer aux Sixers en tant que free agent alors qu'il était en fin de contrat, parce que justement il y a cette histoire d'option. Donc s'il y avait eu un deal en place avec les Warriors, il aurait pris l'option et il aurait été échangé, alors que comme le deal ne s'est pas fait, il n'a pas pris son option, il est devenu free agent et il a pu signer aux Sixers. Voilà, je voulais aussi un peu clarifier parce que comme on a parlé à la fois de trade et puis un jour plus tard de signature aux Sixers, ça pouvait être un peu confus, mais voilà, ça part aussi du contrat. Et donc de l'autre côté, évidemment, les Sixers d'Daryl Morey, eux, ils ont proposé un contrat en termes de taille, mais surtout en termes de longueur qui était parfait par rapport à Paul George, c'est-à-dire grosse somme et évidemment sur 4 ans. Mais bref, on va un peu détailler tout ça. Et donc, c'était ça le point de tension de tout ceci. C'était le fait que les Clippers ne voulaient pas offrir la 4e année de contrat à Paul George. Une 4e année d'ailleurs que les Sixers se sont empressés de lui offrir pour l'attirer dans leur filet. Mais en même temps, c'est vrai qu'on l'a un peu détaillé, les Clippers, peut-être, ça venait de loin pour eux. Parce que la première offre en octobre 2023, c'était à peine 2 ans de contrat. Donc il y avait un peu cette idée de peut-être un cycle un peu plus court terme, ou en tout cas on arrive vers la fin du cycle et pas si loin que ça, quoi, au final. Donc il y avait peut-être un peu ça. Le fait est aussi que James Harden a prolongé lui aussi pour 2 ans à peine. Kawhi Leonard, 3 ans, peut-être il y a cette idée de ok, on va jouer, on joue avec eux, mais peut-être qu'il aura encore une valeur
pour être échangé. Voilà, on veut pas le perdre pour rien. Donc au pire, on fait notre cycle assez court pour encore 1 ou 2 ans et puis ensuite on l'échange. Je sais pas, hein, je dis n'importe quoi, mais si on essaie un peu de lire entre les lignes, le fait que ça propose autant de contrats courts, ça pourrait suggérer ça, premièrement. Après, deuxièmement, c'est vrai que pourquoi est-ce que c'est motivé ce genre de raisonnement? Il n'y a pas que l'âge, peut-être, des joueurs, même si ça peut rentrer en compte, mais pour moi, il n'y a pas que l'âge. Il y a aussi le fait que, on l'a un peu cité, mais les Clippers sont dans ce fameux second apron, donc la deuxième limite à pas dépasser, et si vous êtes un trop grand nombre d'années consécutives au-dessus de cette limite salariale que vous dépensez, finalement, il y a des sanctions qui vont commencer à tomber. Notamment, au bout de X années, je sais plus combien, 3 ou 4, mais on s'en fiche un peu pour les détails. Mais notamment, il y a des choix de draft. Votre choix de draft vous est retiré. Voilà, c'est quand même assez lourd. Donc peut-être qu'il y avait aussi cette motivation un peu financière. Peut-être, hein, pour le coup. Bon, on a vu que... j'ai un peu décrit la chronologie. Au début, ils n'ont pas voulu. Ensuite, ils ont voulu 3 ans. Ensuite, 3 ans, ok, mais pas de no trade clause. Du coup, ça demande 4e année. Le fait est qu'on peut se poser la question, est-ce que c'est vrai? Est-ce que vraiment c'est cette 4e année qui a posé problème? Ou est-ce que c'est peut-être, un truc plus général? Est-ce que c'est un conflit peut-être qui a un peu dégénéré avec Paul George durant ses négociations, etc., etc. Bon, sur les 2 options, on va quand même traiter celle où c'est vrai. On va partir du principe où c'est vrai. Parce que sinon, il n'y a pas grand-chose à dire d'hyper intéressant. Donc partons du principe que, en effet, c'est cette 4e année qui a posé problème. Et ça va nous permettre un peu de discuter d'aspects un peu plus stratégiques, construction d'équipe, valeur de contrat, etc., etc. Et donc, si en effet, c'est vrai, si en effet les Clippers n'ont pas voulu offrir cette 4e année de contrat, c'est vrai que pour moi, c'est un peu délirant. C'est un peu délirant, et plus on y pense, et plus on regarde un peu, on étudie le dossier d'un peu près, plus finalement ça me paraît délirant, non pas par rapport à l'individu, mais par rapport aux conséquences que ça peut avoir. Et c'est vrai que, notamment pour aller un peu dans le sens des Clippers, en tout cas, pas mal de gens vont dans le sens des Clippers en disant, en même temps, pardon, hein, mais Paul George, il a 33, alors il vient d'avoir 34 là en fin d'année, mais c'était la saison de ses 33 ans, grosso modo, cette saison 2024. En gros, la saison de ses 37 ans, non, il les vaudra pas, les 50 millions l'année, sur 4 ans, enfin la 4e année. Donc, en même temps, on peut comprendre les Clippers, et les Clippers ont eu raison. Non, Paul George ne méritera pas cet argent, donc c'est normal qu'on lui donne pas cet argent. Puisque il réclame 4 ans, mais sauf que la 4e année, il les vaudra pas, cette somme-là. Donc au final, les Clippers ont eu totalement raison. Mais au final, est-ce que c'est vraiment ça, la question? Est-ce que c'est ça la problématique? Moi, je pense pas. Je pense absolument pas que ça tourne autour de ça, même si, de facto, c'est le cas. Beaucoup de monde parle de ça, disant mais non, mais on peut pas lui offrir 3-4 ans, parce que contrat long terme, alors qu'il est déjà assez vieux, à la fin, il ne vaudra pas cet argent. Ok, mais est-ce que vraiment c'est ça, la problématique? D'un point de vue stratégique et construction d'équipe, est-ce que ça doit être ça, la problématique? Est-ce que ça doit être ça, la question auquel il faut répondre? Moi, je ne pense pas du tout, et pour le reformuler, est-ce que, réellement, pour ne pas le surpayer sa 4e année, tu préfères le perdre complètement dès aujourd'hui? C'est vrai qu'on peut totalement reformuler la question comme ceci. Est-ce que vraiment, pour ne pas avoir le surpayé cette 4e année, à 37-38 ans, est-ce que vraiment, pour s'éviter ça, ça vaut le coup de le perdre complètement, et pas que la 4e année, mais dès l'année maintenant, quoi, dès l'année 0 ou même 1, est-ce que vraiment ça vaut le coup de le perdre complètement juste pour ne pas surpayer à la fin? Bon, vous avez compris qu'avec cette reformulation légèrement connotée, vous voyez que pas forcément, moi je suis pas trop de cet avis. Déjà, première chose, je pense qu'on peut distinguer 2 aspects. La première question qu'on peut se poser, est-ce que réellement Paul George sera ou serait surpayé à 50 millions l'année à 37 ans? Est-ce que vraiment il serait surpayé? Parce que on part de là, on part de ce principe, non, mais de toute façon il sera surpayé à 37 ans, donc les Clippers ont une raison de ne pas lui donner ce contrat de 4 ans, parce que la 4e année, ce sera surpayé. Mais est-ce que vraiment c'est le cas? Est-ce que vraiment ce sera le cas? Moi je suis pas convaincu. Je suis pas convaincu pour plein d'aspects. Alors, je pense que le plus probable, c'est que oui, il sera un peu surpayé, mais on peut prendre en compte dans l'équation le fait que les joueurs âgent, c'est pas un verbe en français, les joueurs vieillissent de mieux en mieux, et sans même aller prendre un Tom Brady qui a pris sa retraite à 45 ans,
mais même en NBA, on voit ce phénomène tout de même. Et là encore, même en NBA, on peut exclure peut-être un LeBron James, si vous voulez, qui est une anomalie, mais on voit quand même que pas mal de joueurs vieillissent, et vieillissent surtout extrêmement bien. Je suis pas à la NBA depuis très longtemps, moi ça fait 15 ans, mais je me souviens d'une époque où, quand on arrivait déjà à 33, 34, 35 ans, bon, c'était un peu fini, quoi. Ou, voilà, et comme dit, hein, sans aller jusqu'à prendre LeBron James qui va avoir 40 ans, mais voilà, Stephen Curry, ça vieillit bien, Kevin Durant, ça vieillit très bien, on parle de gens qui sont très, très vieux là, hein. Même Chris Paul, hein. Chris Paul, pour le coup, on est sur quelqu'un qui, du jour au lendemain, est devenu mauvais, hein. Le déclin est arrivé, certes, très brutalement, hein, entre 2022 et 2023, ok, mais bon, il a quand même vieilli jusqu'à très tard. Alors qu'on ne s'attendait pas du tout à ça. Et même d'ailleurs, souvenez-vous, quand il se blesse la deuxième année aux Rockets en 2019, pas 18, la blessure à la cuisse en playoff, mais en 2019, il fait une très mauvaise année. On se dit, bah, c'est un peu la fin, quoi. Et en fait, non. En fait, non, c'est pas du tout la fin. Il y a la réémergence à OKC, fabuleux. Et ensuite, 2 années de très très haut niveau du côté des Suns. La troisième était moins bonne, le déclin est apparu. Mais voilà, on est sur un joueur qui était encore de niveau All-NBA. Qui a d'ailleurs fait une All-NBA First Team en 2021, qui a ensuite mené une équipe qui était le chef d'orchestre d'une équipe à 60 victoires en 2022. Bref, des exemples, on pourrait en trouver plein, et je pense qu'avec l'aspect de professionnalisation du sport aussi, des avancées médicales et de plutôt intégration des avancées médicales dans le sport, il y a plus d'argent, donc on dépense plus aussi, mais pour se conserver, etc., etc. Donc il y a cet aspect-là. Je pense que 37 ans, ok, peut-être qu'il va vieillir, mais à quel point? Il y a aussi le fait que le salary cap va continuer d'augmenter aussi, avec le nouveau contrat télé. Donc, bon, là on voit 50 millions l'année, ça paraît beaucoup, et c'est beaucoup, évidemment. Mais je veux dire, est-ce que 50 millions l'année, dans 4 ans, en 2028, ce sera pareil que actuellement, ou que ce qu'on a connu il y a 1, 2, 3, 4 ans? Ben, pas forcément. Mais surtout, en fait, il y a aussi la question principale, pour moi, qui est que, en fait, il y a déclin et déclin. En fait, le plus probable, c'est que non, il ne sera pas un joueur au statut de 50 millions l'année. Je pense que il peut encore l'être. Hein, il y a un scénario idéal où il vieillit pas, il est encore magnifique, ok. Mais le plus probable, c'est qu'il décline. Mais en fait, ça dépend aussi à quel point. Parce que on ne passe pas directement d'un joueur. Alors, ça peut arriver, hein, mais en général, non. On passe pas directement d'un joueur de contrat max à contrat minimum. Et ce que je veux dire, c'est que, pour un peu modéliser, imaginons qu'il ne les mérite pas, ces 50 millions par an à 37 ans. Ça ne veut pas dire qu'il vaudra, entre guillemets, un contrat à 5 millions l'année. Je pense pas. Alors que quand on dit surpayé, il y a un peu ce terme un peu global et sans nuance finalement. Mais ok, peut-être il sera surpayé, peut-être qu'il y aura un déclin. Mais il y a déclin et déclin. Peut-être juste qu'il sera moins bon et que, encore une fois, ça veut rien dire, on modélise, hein, juste, mais peut-être qu'il sera pas il sera payé 50 millions. Il aurait été payé 50 millions. Non, pardon. Il va être payé aux Sixers parce qu'il l'a eu cette année. Il sera payé comme 50 millions l'année et qu'il aura décliné, mais il aura décliné sur un niveau, grosso modo, de 35-40 millions. Et pas forcément décliné en mode contrat minimum à peine 5 ou 10 millions l'année, quoi. Vous voyez un peu l'idée. Donc, il y a déclin et déclin. Donc, est-ce que Paul George sera surpayé vraiment à 37 ans? C'est pas sûr, mais c'est probable. Et même si ça arrive, faut voir aussi à quel point est-ce qu'il va être surpayé. Déjà, mais à la limite, ok, admettons. Je vais pas plus argumenter là-dessus. Admettons, Paul George sera surpayé. Sera un peu, moyen ou beaucoup, surpayé sa 4e année de contrat. Ok, admettons, pour la valeur théorique. Admettons, ok, Paul George sera surpayé. Deuxième aspect, et c'est pour moi c'est peut-être sans doute le plus important par rapport à ça, c'est que je pense qu'il faut aussi distinguer ce qu'on pourrait appeler une espèce de valeur intrinsèque, et de l'autre côté, une valeur un peu plus structurelle ou contextuelle, relative au contexte. Alors déjà, tout de suite, je m'excuse auprès des professeurs d'économie, en tout cas, si vous êtes étudiant en économie ou que vous y connaissez en économie, et que, voilà, je m'excuse, j'ai pas les termes, j'aurais pas les bons termes, mais je vais essayer d'expliquer des notions sans connaître, c'est pas mon domaine d'expertise, hein, moi je suis plutôt branché maths, mais il y a un peu cette idée d'un côté, la valeur du joueur par rapport à l'individu, et de l'autre, il y a un peu ce qu'on pourrait appeler son coût. Qu'est-ce que ça coûte de l'avoir versus ne pas l'avoir? Et ce qui n'est pas pareil de simplement regarder le prisme et le référentiel de qu'est-ce que vaut le joueur, un peu intrinsèquement ou dans l'absolu, ou tout du moins dans ce prisme de simplement évaluer l'individu. Et pour moi, c'est là où on a deux
deux trucs un peu différents. Et d'ailleurs, ça me rappelle, vu que j'ai fait un podcast il y a pas longtemps en se basant sur un article de Nico Stilbolin, ça me rappelle un autre article que lui avait écrit à l'époque, qui était, je crois que le titre c'était Les joueurs surpayés ne le sont pas toujours sans raison. Et à l'époque, il parlait notamment du cas de Rashard Lewis, qui, alors pardon, hein, attention, on remonte à 2009 hein, carrément, mais, ou même avant, mais Rashard Lewis, grosso modo, c'était un poste 4, un des premiers postes 4 vraiment shooter de l'époque, un des premiers shooters à haut volume depuis le poste 4. Et il y avait un peu cette idée, à l'époque, il avait été un peu surpayé légèrement par Orlando, mais en même temps, voilà, il y avait aussi ce truc de, ok, tu le surpayes un peu dans le prisme de l'évaluation individuelle du joueur, mais en même temps, regarde aussi quelles conséquences tu as, quelles sont les conséquences de l'avoir. Notamment en termes de spacing, c'était le Magic de cette époque, pouvait aligner des line-up avec que Dwight Howard au milieu d'un spacing fabuleux, donc un spacing et une rentabilité de ce point de vue-là, plus le fait d'optimiser Dwight Howard à l'intérieur, qui était beaucoup pick and roll, mais aussi beaucoup de post-up, donc il y avait besoin aussi de beaucoup de shooters autour de ce post-up. Voilà, finalement, sur l'échelle individuelle, tu peux te dire, Rashard Lewis à l'époque, on l'a surpayé. Mais sauf que quand tu regardes le résultat final de Orlando, la présence de Rashard Lewis a permis de déverrouiller un nombre incroyable de choses, et ce qui fait qu'on a eu Orlando qui était un candidat au titre et une équipe extrêmement solide pendant, c'était quoi, c'est 2-3 ans avant qu'il se fasse rééchanger de nouveau, Rashard Lewis, je veux dire. Mais voilà, c'est finalement, il y a un peu ces deux visions de, si on regarde juste le contrat, bah ouais, il est surpayé. Et par contre, tu regardes comment ça carbure Orlando, notamment grâce à lui, bah ok, il est surpayé, mais regarde ce que ça donne, quoi, au final. Donc c'est un peu là-dessus où je pense qu'il faut bien séparer cette notion de la valeur du joueur, un peu in a vacuum, comme ils disent les Anglais, un peu dans l'absolu de mais qu'est-ce que vaut Paul George? Vraiment de n'importe où, n'importe quand sur le marché, qu'est-ce qui vaut l'individu? Il y a ça, ok. Mais après il y a aussi, je pense pour la franchise, et c'est plutôt comme ça qu'il faut penser, qu'il aurait fallu penser, en termes de coût. Qu'est-ce que ça me coûte, moi en tant que franchise, de l'avoir versus ne pas l'avoir? Et donc vous aurez compris que c'est un peu là-dessus que se joue le truc pour moi. Et donc quand on me dit, et je peux comprendre, hein, mais quand on me dit Paul George ne vaudra pas cet argent à 37 ans, je peux être d'accord, mais est-ce que vraiment c'est ça la question? Est-ce que c'est ça la problématique? Pour moi non. Pour moi non. Pour moi, il y a une question pour les Clippers de coût. Qu'est-ce que ça va me coûter plus généralement de l'avoir ou de ne pas l'avoir? Et donc c'est là où on arrive au point central de toute cette conversation pour moi. Et vous avez le droit de ne pas être d'accord, mais pour moi, c'est le point central. Pour moi, les Clippers sans Paul George ne sont plus candidats au titre. Voilà, assez simplement, on pourra un peu redévelopper, mais pour moi, les Clippers sans Paul George ne sont pas candidats au titre. Et corollaire, qu'on peut attacher, on est un peu dans une équipe et un projet, je pense que ça pourrait être le cas de tout le monde, mais de facto, c'est pas le cas. Mais en NBA, c'est un peu un all or nothing, en fait. Merci pour l'accent, mais c'est un peu du tout ou rien, en fait. Vous savez, il n'y a pas de Coupe de la Ligue, il n'y a pas de Coupe de France, il n'y a pas de Coupe d'Europe, il n'y a pas de je dois finir en 4e du classement. Enfin non, il n'y a pas tout ça comme dans le système de foot. Je caricature un peu, vous le savez, mais il y a cette idée, c'est soit le titre, soit tu gagnes le titre, soit tu gagnes pas le titre, et t'es nul en fait. Et c'est pour ça qu'il y a le tanking, c'est que non, ça n'a aucun intérêt sportif d'être dans le ventre mou. Bon, comme dit aussi de facto, on a aussi pas mal de franchises et de propriétaires qui, le ventre mou, ça leur va très bien. Voilà, de jouer entre la 6e et la 10e place, c'est parfait. De pas être hyper compétitif, c'est parfait. Mais sauf que, il me semblait, et j'ai l'impression que c'est quand même pas le cas des Clippers. Donc, pour moi, je les range un peu dans cette catégorie de tout ou rien, en fait. Et donc, une fois qu'on a admis ce corollaire de tout ou rien, soit tu joues le titre, soit quel est l'intérêt, en fait? Quel est l'intérêt surtout d'avoir une méga taxe, etc., et de payer des superstars si en fait t'as pas de vraie chance d'aller au titre? Et donc, pour moi, le point central, le théorème, c'est plutôt le fait que sans Paul George, les Clippers ne sont plus candidats au titre. Et c'est là-dessus où je peux entendre qu'on ne soit pas d'accord, assez nettement. Mais pour moi, ça semble clair et net. Et dans le sens où on a quand même affaire à une équipe où tu vas perdre ton deuxième meilleur joueur, hein, très simplement. Et je pense aussi que c'est peut-être un peu de là que vient beaucoup de conversations et de débats par rapport à ça. C'est que si on devait définir une espèce de moyenne, un consensus collectif, je pense qu'il faudrait moi me définir comme un peu au-dessus de la moyenne sur Paul George, mon avis sur lui, de comment est-ce que je le pondère et comment est-ce que je le valorise, contrairement donc par rapport au consensus collectif.
Voilà. Et je me demande à quel point, est-ce qu'il n'y a pas aussi pas mal de choses qui partent un peu de là et de beaucoup de monde qui sont soit déçus, soit n'apprécient pas tant que ça le joueur, soit déjà... Parce que là, je parle, par exemple, hein, je parle de gens qui disent non, mais à 37 ans, il ne vaudra pas cet argent. Je pense qu'il y a aussi déjà des gens qui, actuellement, le disent, en fait. Non, mais même à 34, il ne vaut pas cet argent. Donc, je sais pas à quel point ça vient jouer un peu là-dessus, mais je sais qu'il a un peu une cote de désamour, Paul George. Bon, quelles sont les raisons? Je sais pas trop. Moi, je pense qu'il y a un peu un biais de déception par rapport à lui, parce que quand il explose en 2013, on se dit ça y est, c'est le superstar, c'est l'égal de LeBron, etc. Il va être ça pendant 10 ans, et il n'est pas en fait. Il a jamais complètement fait passer cette dernière marche finalement. Donc à quel point il y a une déception. Vous savez, il y a les surnoms en playoff aussi, et je dis pas, hein, peut-être que lui il tend le bâton un peu pour se faire battre, hein, parfois dans ses interviews, dans ses podcasts, ou je sais pas, mais de facto je trouve que il y a un peu une cote de désamour, et je me demande à quel point ça part un peu de là. Mais pour moi, c'est assez évident que c'était le deuxième meilleur joueur des Clippers, et que sans lui, en fait, les Clippers ne sont plus un candidat au titre. Et notamment, vous savez que par ailleurs, je suis aussi le plus grand fan de la Terre, à mon avis, de James Harden. Je pense que, voilà, ceci est un fait établi. Mais le départ de Paul George fait qu'on a un autre point pivot dans cet effectif des Clippers qui va être désormais Harden. Et est-ce que vraiment Harden va être capable de augmenter, à son âge et à ce stade de son déclin, d'augmenter son volume de nouveau, tout en gardant une efficacité? Sachant que actuellement, les deux ont un peu chuté, hein. À la fois le volume et à la fois l'efficacité ont largement décliné, et c'est normal. Il arrive à un âge qui est assez avancé, il a plus du tout le même physique, etc. etc. Donc pour moi, c'est un peu là-dessus où je trouve que la perte de Paul George, elle est faramineuse. Autant la défense, elle a été compensée, on en parlera peut-être, mais à la fin. Mais effectivement, Derrick Jones Jr. en défense, Chris Dunn, deux signatures magnifiques, plus Amir Kofi qui a commencé à émerger et qui pourrait aussi prendre plus d'ampleur en tant que ailier défenseur, etc., etc. Donc la défense, à la limite, je me pose pas trop enfin, ça me pose pas de soucis. Je pense que ça pourrait grosso modo être arrivé à être compensé, même plus que compensé. Mais par contre, c'est vrai que pour l'attaque, je pense pas. L'attaque, je pense pas. Je pense que Kawhi, ok, mais est-ce que Harden peut de nouveau repasser de 3e dans la hiérarchie à 2e, mais surtout augmenter son volume de scoring? Je suis pas convaincu. Et en plus, on l'a même pas dit, mais dans ce style d'attaque de Tyronn Lue, là encore, je vais pas refaire le refrain, je vous renvoie vers le podcast bilan 2024 des Clippers si ça vous intéresse, mais on a affaire à une attaque très particulière d'un point de vue stylistique, et ça se voit sur des marqueurs stats. C'est une des équipes qui fait le moins de passes de toute la NBA, enfin l'équipe qui fait le moins de passes de toute la NBA, qui a le rythme le plus lent, qui fait le plus d'isolation par match de toute la NBA. Voilà, Tyronn Lue, c'est un style d'attaque qui est très, non pas beau jeu fluide, mais très stratégique, très on va attaquer tel ou tel match-up, on va chercher le switch, on va chercher le mismatch, et on va l'attaquer. Et donc on va l'attaquer en 1 contre 1. Et donc, quand tu perds cette arme-là, c'est quand même assez significatif. En termes d'efficacité, Harden était un peu meilleur, mais en termes de volume, c'est quand même, je crois que Paul George était encore 2e en termes de volume. Bref, dans ce style de jeu qui se repose à ce point sur le 1 contre 1 et sur la capacité à appuyer des match-up, quand tu as une de tes deux têtes d'affiche qui est plus là, c'est compliqué. Et grosso modo, pour moi, en fait, il y a cet aspect où les Clippers, sans Paul George, ne sont plus assez bons pour être candidat au titre, hein. Je dis pas pour être top 10 NBA, évidemment, mais est-ce que vraiment, sans Paul George, les Clippers sont encore top 3, top 5, un vrai candidat au titre comme ils l'ont été dernièrement? Moi, je pense pas. À mon sens, à ce stade de leur construction, pour moi, Paul George, la présence de Paul George ou pas, était un peu ce qui décidait entre si tu restais un candidat au titre ou si tu subissais un déclassement. Et encore une fois, on peut ne pas être d'accord, mais pour moi, je pense que là, on a un vrai déclassement. On a vraiment une force de frappe qui a été diminuée de manière conséquente. Donc pour moi, les Clippers, désormais, changent de statut. Parce que Kawhi, ok, et sans même parler des blessures de Kawhi, mais j'ai pas trop confiance à la force de frappe offensive et à la capacité de Harden de redécoller. Donc voilà. Et donc, si Paul George, sa présence ou non, était ce qui décidait de si tu restais un candidat au titre ou si tu étais déclassé, pour moi, c'est là-dessus où vous comprenez que le prix qu'il fallait mettre, enfin, on voyait bien cette différence entre la valeur du joueur, la valeur de l'individu, ce prisme de l'individualité, et le coût de l'avoir ou pas. Finalement, le prix, le coût de Paul George allait au-delà, entre guillemets, de son simple contrat individuel, en un sens. C'est un peu ça que je veux dire, quoi. Et pour essayer de le reformuler, si vous voulez, finalement, qu'est-ce qui coûte le plus cher?
c'est que on donne une 4e année où il est un peu surpayé à Paul George, c'est ça qui coûte le plus cher, ou c'est on n'est plus candidat au titre? Bah, honnêtement, quand on le reformule de cette manière et qu'on met ceci sur le même plan, parce que ça doit l'être sur le même plan, la décision, elle a un peu lié les deux, bah pour moi, de manière évidente, qui coûte le plus cher, c'est pas Paul George. Hein. C'est le fait de perdre totalement ton statut, de perdre tes vraies chances d'être un vrai gros candidat au titre. Alors après, ça peut rester un outsider. Hein. J'arrive très bien à avoir un scénario un peu idéal où c'est un outsider top défense et attaque un peu limitée, mais le bon parcours en playoff, la chance niveau blessure de toi et peut-être la chance des blessures, la malchance en face, etc., etc. Ok, ça reste un outsider, mais je pense qu'ils ont vraiment perdu le statut et leur vraie chance de titre. Et comme on l'a vu précisément avec les Clippers, gagner un titre NBA, c'est extrêmement dur. Là, je peux vous renvoyer au podcast que j'ai fait sur la continuité, mais c'est la valeur de la continuité, c'est que c'est tellement dur que la valeur de continuité, c'est pas tant de la force collective, la solidarité, le fait de bien faire les choses, de bien travailler, c'est surtout le fait que quand tu as un projet continu, tu as un nombre de chances répétées d'arriver au bout. C'est ce qui a permis à Denver d'arriver au bout après maintes blessures, c'est ce qui a permis à Boston de enfin arriver au bout après 7-8 ans de on essaye, ça marche pas. Au bout d'un moment, si tu répètes encore et encore, tu vas finir par y arriver. Mais donc à la base de ça, c'est aussi le fait que gagner un titre NBA, c'est extrêmement dur. Mais vraiment. Donc, pour moi, si tu as de vraies chances de titre et que tu fais le choix un peu volontaire de toi-même te déclasser et de ne plus avoir ces chances de titre, alors que, comme dit, c'est extrêmement dur à faire et à atteindre comme statut et comme probabilité, bah non, moi c'est une erreur assez étonnante et assez incroyable. Finalement, dans cette problématique, qu'est-ce qui coûte le plus cher? Est-ce que c'est Paul George? Tu donnes 15 millions en 3 à Paul George? C'est ça qui est plus cher? Ou est-ce que tu perds toutes tes vraies chances de titre, hormis scénario un peu complètement fou de l'outsider qui surchauffe en fait? Mais pour moi, ce qui coûte plus cher, c'est ça, c'est de perdre tes chances de titre. C'est pas les 5, 10, 15, même 20 millions de surpayage que tu vas donner à Paul George. Et ça, encore une fois, sans même re-rentrer dans le débat de est-ce que Paul George, à 37 ans, sera surpayé ou pas? Sans même contester le fait qu'il le sera surpayé. En fait, sans Paul George, pour moi, il n'y a pas de titre NBA. Il n'y a pas de vraie chance de titre NBA. Donc, au final, ça te coûte paradoxalement beaucoup plus de ne pas lui donner cet argent que de lui donner. Moi, c'est un peu ma vision et c'est un peu comme ça qu'on retombe sur la notion du coût plutôt que simplement du contrat et du prisme individuel. Parce que, en plus, il y a aussi un autre aspect important qu'on n'a même pas encore reprécisé, mais le problème pour les Clippers et qui vient se rajouter à l'importance et à cette valeur de coût et à l'importance de le conserver, c'est que c'est quoi ta valeur de remplacement? Quelle est ta valeur de remplacement? Défensivement, ok, mais en attaque, on a dit c'est très compliqué. Tu vas forcer un mec qui arrivait à maintenir sa valeur parce que le volume déclinait, donc ça permettait un peu de compenser. Ok, tu vas le forcer à le remonter dans la hiérarchie. De l'autre côté, tu as pris des role-players défensifs, mais pas en attaque. Mais surtout, ce que je veux dire, c'est que quel est le moyen de retrouver un Paul George? Franchement, c'est un peu chaud quand même. Hein. C'est très compliqué, voire même impossible. Et ça, c'est aussi un élément hyper important qui aurait dû se rajouter, à mon avis, au calcul du coût de Paul George. C'est le fait que si tu le laisses filer, mais que tu as une autre option, ok, pas de problème. Mais concrètement, est-ce que vraiment tu as une autre option? Parce que là, soyons clairs, hein, ils ont laissé partir Paul George. C'est pas pour ça qu'ils ont du cap et de l'argent dans le salary cap pour aller signer un autre gros free agent. Même sans Paul George, ils n'avaient pas d'argent. Donc ça, c'est tout de même un peu problématique. C'est pas comme si genre tu le laisses filer, mais parce que t'as un truc mieux ou même similaire sous la main en termes de free agent. Et pareil au niveau des trades. Alors, on pourra en reparler, mais certes, t'as quelques atouts intéressants pour faire des trades, mais de nouveau, ça va être soit tu fais un trade et donc tu mets dans le package Zubac qui vient de prolonger, donc Zubac et son contrat moyen, Terrence Mann ou des mecs comme ça, tu refais un échange, un package, tout ça pour obtenir une star, ok. Mais donc de nouveau, tu fais le raisonnement et tu fais le processus de sacrifier ta densité d'effectifs pour une autre star. Alors que tu avais la possibilité d'avoir les deux, d'avoir
encore une star et encore cette profondeur d'effectif si précieuse avec Terrence Mann, Zubac, Amir Kofi ou des mecs comme ça que j'oublie. Hein, mais voilà, c'est aussi ça que permettait Paul George, c'est de rester sur ce on a la star et on a l'effectif autour pour aller au bout. Parce que oui, tu peux faire un échange. Alors, il y a aussi la question de qui va être disponible. Hein. Ça, je sais pas qui pourrait être disponible. Est-ce que Durant pourrait être disponible? Est-ce que Bradley Beal pourrait être disponible? Est-ce que Jimmy Butler peut être disponible? Ok, il y aurait peut-être certains noms. Éventuellement, il y a toujours un ou deux noms, mais bon, ça n'a pas l'air évident pour l'instant. Et je suis pas sûr qu'un Zach LaVine, ce soit exactement ce qui puisse correspondre. Mais même si c'est le cas, en tout cas, il y a un peu cette idée pour moi que tu peux faire ce move, tu peux retrouver cette force de frappe offensive en allant chercher une autre star. Ok, donc tu peux, entre guillemets, tu laisses partir Paul George parce que tu le remplaces. Ok, mais à quel prix? Au prix d'échange. Et donc, pour aller chercher une autre star, il faut que tu mettes des contrats pour équilibrer. Et donc, il faut que tu mettes des mecs dans la balance, quoi. Et donc, tu perds aussi en niveau, quoi. Parce que là, qui est-ce qu'on a actuellement? On a du Norman Powell, 20 millions. Bon, ça fait un bon petit contrat. Et bon, ce serait pas catastrophique, mais ce serait un peu dommage de le perdre. C'est une partie importante, Norman Powell. Zubac aussi. PJ Tucker d'ailleurs qui joue pas, lui c'est cadeau. Hein. Tu peux effectivement, c'est 12 millions l'année, enfin presque 12. Tu peux l'échanger, ok, mais Terrence Mann aussi, 11 millions. Batum est revenu à 4 millions. Et bon, voilà, on aborde déjà des zones où c'est pas très intéressant d'un point de vue salarial, quoi. Il vaut mieux garder le joueur plutôt que de l'échanger en termes de valeur, de rentabilité. Donc voilà, pour moi, il y a un peu ce truc de quelle est ta valeur de remplacement. Il n'y en a pas trop, quoi. Il n'y a pas trop. C'est soit tu restes en l'état et tu n'as pas une assez grande force de frappe, soit tu vas rechercher une star, s'il y en a une, mais tu sacrifies tout le reste et donc de nouveau, tu restes un peu déclassé par rapport à ce que tu aurais pu être. C'est-à-dire star plus profondeur. Et ça, pour moi, comme dit, ça aurait dû rentrer aussi dans l'équation et dans ok, Paul George, l'individu, est surpayé, mais il nous permet aussi d'éviter pas mal de casse-tête, quoi. Il nous permet de rester un vrai candidat au titre, c'est ça le principal, et ou si tu essaies d'aller rechercher une star, ça va se faire aussi à un coup. Donc garder Paul George, ça empêchait ça. Donc il y avait aussi une valeur qui n'était pas chiffrée, qui n'était pas en termes de somme, de salaire, mais c'était une vraie valeur de construction d'équipe. Et puis même, je vais vous dire, il y a aussi deux aspects hyper intéressants. Alors, vous avez compris que là, on prend l'exemple des Clippers et de Paul George, mais pour discuter un peu de manière générale, hein, de valeurs structurelles, de contrats, etc., d'enjeux. Mais pour moi, donc, il y a ce premier aspect qu'on peut appeler contextuel, mais relatif au projet. Hein, le coût contextuel, la valeur contextuelle, mais relatif au projet des Clippers, ça, on l'a bien exposé. Et après, il y a l'autre aspect, qui est même un aspect contextuel par rapport à Paul George lui-même. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire cette fois-ci? Le relatif à Paul George, donc la valeur un peu contextuelle, mais même par rapport à Paul George, c'est le fait que, ok, tu surpayes la 4e année. On a dit, hein, ça sera même pas forcément le cas. Ensuite, il y a aussi à voir à quel point on parle de surpayage. Est-ce que c'est de à peine 5 millions, 10 millions, ou est-ce qu'on parle de 30 millions? Ça, c'est quand même très différent, hein, même s'il y a le même terme un peu générique de surpayer. Mais ok, donc, tu surpayes la 4e année. Mais finalement, tu la surpayes pour l'avoir les 3 premières. Et on revient un peu à cette idée, parfois qui est un peu un mythe, mais l'idée que les contrats ne doivent pas être disproportionnés ou doivent avoir une valeur linéaire. Et en fait, moi, ce que je pense et ce qui est important, c'est aussi de dire que c'est pas grave s'il n'a pas un niveau linéaire durant les 4 années du contrat. En fait, pour moi, et vous pouvez ne pas être d'accord encore une fois, mais pour moi, c'est pas grave s'il n'a pas le même niveau dans 4 ans que maintenant. C'est un peu dans ce sens où je dis, ok, tu surpayes la 4e, mais tu surpayes la 4e pour l'avoir, l'année 1, 2 et 3. Et en fait, ce que je veux dire aussi, c'est que la 4e année, elle n'existe pas dans l'absolu. Elle n'existe pas in a vacuum, pardon, j'ai le mot anglais, mais elle n'existe pas en soi. Elle n'est pas décontextualisée, décorrélée de absolument tout, et juste il y a la 4e année, comme ça, il faut l'évaluer elle seule, et sans rien autour. Il faut évaluer que cette 4e année et dire, ah mais non, la 4e année, rien autour. Cette année-là, 50 millions l'année pour un mec de 37 ans,
non, ce sera trop. Non. Cette 4e année n'existe pas in a vacuum. En un sens, c'est aussi un compromis pour avoir Paul George au début du contrat. Et c'est pas que je suis un fanboy de Paul George, mais ça se passe comme ça absolument tout le temps. En NBA, mais même partout. Même en foot ou partout. Avec les contrats, il n'y a pas forcément cette idée que tu vas avoir le même rendement pendant 4, 5, 6 ans du contrat. Ben non. On n'est pas obligé de partir de ce principe. Et il y a donc cette idée parfois que, bah oui, quand tu donnes un gros contrat à un vieux, ok, tu sais que la fin, elle va être un peu surpayée, mais en même temps, tu le fais parce que c'est un surpayage, entre guillemets, qui est en fait le prix pour profiter des premières années aussi. Donc, notamment, tu surpayerais la 4e année, et allez, je suis sympa, moi je pense pas, mais je suis sympa, mais je vous donne même la 3e, si vous voulez. Tu surpayes la 2e partie du contrat, mais tu surpayes, entre guillemets, parce que ça te permet de l'avoir les années 1 et 2, où il sera encore assez jeune, enfin, à son niveau actuel, quoi, à un âge pas hyper différent de celui actuel, et donc, a priori, il sera encore bon. Il sera encore, autant on peut faire le procès de dans 4 ans, il sera plus vieux, il sera pas bon, ok. Bon, le faire pour l'an prochain ou pour 2026, bah peut-être pas, quoi. Donc en fait, je vous l'accorde, je vous donne même la 3e année, ok. Mais en fait, tu surpayes entre guillemets un peu la 3e, 4e année, mais aussi pour profiter de la 1re et la 2e année. Et pour vous donner un peu un exemple assez récent sur lequel tout le monde est un peu unanime, prenons le cas de Jrue Holiday. Jrue Holiday, que je prends pas mal en exemple en podcast récemment, parce qu'on a déjà parlé aussi en analogie avec Dejounte Murray, mais passons. Mais Jrue Holiday, je vais vous dire son contrat. Le contrat de Jrue Holiday, en 2025, il est payé 30 millions l'année. En 2026, 32. En 2027, 35. Et en 2028, il aura une player option, je pense qu'il va la prendre, à 37 millions. Donc je répète, 30, 32, 35, 37 millions. Jrue Holiday a exactement le même âge que Paul George. C'était son année 33 ans cette année-là. D'ailleurs, ils doivent être de la même année, puisque lui, il est freshman en draft 2009, alors que Paul George sophomore en draft 2010. Donc ouais, je crois qu'ils doivent même être littéralement de la même année. Et en plus, ce qu'on peut aussi rajouter, c'est le fait que Jrue Holiday, il a quand même bien commencé son déclin. Ça se voit pas parce qu'il a été très bon. Mais ce que je veux dire, c'est que, là encore, on l'a bien détaillé quand on a parlé de Boston, mais en fait, Jrue Holiday, c'est pas le même. C'est pas la version des Bucks, mais c'est même pas la version d'avant, quoi. On a quelqu'un qui déjà a un volume beaucoup plus réduit, qui est devenu un simple connecteur fluidificateur de jeu, plus que un mec à un gros volume. Donc, il y a déjà eu un peu cette métamorphose des fins de carrière, quoi. Alors que Paul George, on est encore dans les années prime, quoi. Enfin, prime. Les années superstar. Gros volume, scoring, première ou deuxième option d'équipe, etc., etc. Bon, bref, pourquoi est-ce que je parle de ça? Parce que Jrue Holiday, évidemment, Jrue Holiday ne sera plus rentable à la fin de son contrat. Comme je vous dis, son volume a déjà baissé. C'est déjà même plus le même joueur qu'aux Bucks. Et en termes de valeur, ok, mais surtout en termes de contrat, je veux dire. Là, on a un mec qui est devenu un simple connecteur, qui est payé comme un porteur de balle classique, meneur titulaire, initiateur d'attaque un peu classique, moyen de NBA. C'est en ce sens-là que je parle de ça. Il va être payé 30 millions, 32, 35, 37, comme un meneur moyen de NBA, enfin meneur dans la moyenne de NBA, alors que c'est déjà plus du tout ça. Mais, donc évidemment, déjà c'est un peu moins le cas déjà actuellement, ça a été le cas en 2024, ce sera le cas en 2025, mais donc 2026, 27, 28, peut-être qu'en vieillissant encore et encore, non, Jrue Holiday ne sera plus rentable. Mais c'est pas grave. Ou en tout cas, est-ce que c'est pour ça que Boston n'a pas voulu le prendre dans son payroll, dans son équipe? Et est-ce que c'est pour ça que Boston s'est empressé de l'échanger là? Non, je pense pas. Hein. Je pense qu'on sera d'accord là-dessus. Et ça, c'est pour plusieurs raisons en fait. C'est que surpayer la 4e année, finalement, quand on fait la pondération, surpayer la fin de contrat pour des vieux comme ça, allez, même 3e ou 4e, finalement, quand tu pondères, ça a quand même moins de valeur que la valeur de les avoir les années 1, 2 et 3. Voilà, pour moi je pense que c'est un peu ça. Au-delà même du coût structurel, du fait que pour les Clippers, il n'est pas remplaçable, etc., etc., même dans son simple référentiel individuel, on va dire, ok, peut-être qu'à 37 ans, Jrue Holiday ou Paul George, ils vaudront pas 37 millions ou 50 millions, ok, mais en même temps, ce surpayage de fin de contrat, pour moi, il est moins grave quand on me pondère, il est moins important que la valeur que tu peux en tirer de suite et actuellement
si ils sont chez toi. Donc déjà, pour moi, il y a ça. Premier élément, c'est que le surpayage de fin de contrat, parfois, je trouve, est un peu exagéré. Je dis pas qu'il est pas réel. Je dis que, est-ce que c'est si grave que ça? Je suis pas sûr que ça soit plus embêtant que le bonus de l'avoir actuellement, premièrement. Deuxièmement, pour moi, dans 4 ans, les Clippers ne seront pas un contender. Ça me paraît assez évident, je sais pas, parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer, mais ça paraît assez probable, largement probable, que, et j'espère que vous pourrez me l'accorder, ça aussi, moi je vous ai accordé que dans 4 ans, il sera peut-être surpayé, Paul George. Vous pouvez m'accorder que dans 4 ans, les Clippers ne seront plus un candidat au titre, en fait. Parce que l'âge, parce que Kawhi Leonard, parce que James Harden, qui sera peut-être même plus là, parce que... Enfin, voilà, c'est un cycle normal aussi, hein, je veux dire, ils se sont assemblés en 2019. Donc, vous imaginez 2019-2028, une dizaine d'années, voilà, c'est pas grave hein, si t'arrives en fin de cycle et que t'es moins bon, c'est même la normalité en fait. Donc bref, par rapport à tous ces éléments, pour moi, dans 4 ans, en fait, en 2028, les Clippers ne seront plus un candidat au titre. Et donc, en fait, pourquoi je dis ça, c'est que ton salary cap et ton argent bien dépensé qui doit être parfaitement dépensé, c'est surtout important pour les candidats au titre. C'est eux qui doivent optimiser chaque centime de leur salary cap parce que voilà, c'est tellement concurrentiel et compétitif que tout le monde le fait. Donc si tu arrives à gratter de la valeur à droite à gauche, si tu arrives à bien dépenser chaque centime, c'est là que tu peux gagner. Mais ce que je veux dire, c'est que, je prends un exemple très simple. Est-ce que les Detroit Pistons, actuellement, c'est grave ou pas de surpayer un joueur ou un autre? Bah non, on s'en fiche un peu, quoi. Et c'est d'ailleurs, c'est un peu tout le truc avec les équipes de tanking, c'est qu'elles ont tellement rien à faire de leur salary cap qu'elles se servent de ça pour encaisser des mauvais contrats et prendre en retour un truc qui va avec, un petit jeune qui va avec, un tour de draft qui va avec, etc. Et là, on parle d'équipes de tanking, mais finalement, même pour des équipes de milieu de tableau, bah, c'est pas très grave si t'as de l'argent un peu, entre guillemets, mal dépensé. Donc, moi, c'est un peu là-dessus où je pense que de toute façon, dans 4 ans, les Clippers ne seront plus candidats au titre vis-à-vis de l'âge de Kawhi et en plus des blessures, vis-à-vis de l'âge de James Harden, vis-à-vis de l'âge de Paul George et en plus des blessures, ils sont devenus injury prone, les deux au fur et à mesure des années, ça on l'a quand même bien compris. Donc, en un sens, ok, il va être surpayé 4e année, mais premièrement, il y a aussi la valeur de l'avoir de suite qui pour moi est plus grande que le fait de le surpayer dans 4 ans, premièrement. Deuxièmement, il y a aussi le fait que, pas candidat au titre, ok, il sera surpayé, mais c'est pas si catastrophique que ça en fait. Et puis, troisièmement, pourquoi pars-tu du principe que tu devras payer ce contrat? Évidemment, je parle d'un échange. Pourquoi partir du principe que ce sera toi qui vas le payer, ce contrat? D'ailleurs, on a un excellent exemple. Les Bucks ont donné un contrat à Jrue Holiday, c'est plus qu'ils le payent. Vous savez que la NBA, ça marche comme ça. C'est pas un marché des transferts comme le foot européen avec des sommes de racheter un contrat, etc. C'est on échange des contrats. Donc en fait, un contrat est aussi un asset. Et on a vu qu'avec Jrue Holiday, ils lui ont donné l'argent. Ça pouvait être beaucoup. Même pour son rôle de porteur de balle, ça pouvait être beaucoup. En tout cas, c'était pas mal. Mais c'est pas eux qui le payent. Au final, ça va être Boston. Et même, je vais vous dire, je pense pas que Boston va le payer, ce contrat. Je mets ma main à couper que en fait, Boston, d'ici 1 ou 2 ans, Jrue Holiday, c'est fini. Et on va le rééchanger contre quelqu'un d'autre. Je pense pas qu'en 2027, Holiday sera encore dans l'effectif. Surtout que pareil, Boston a les mêmes problèmes que les Clippers, c'est-à-dire le second apron, donc les sanctions potentielles, etc., etc. Le cap est blindé, donc non. Brad Stevens, il a fait le coup. Et voilà, c'est un peu l'idée. C'est pour ça que j'aime bien le parallèle avec Paul George, c'est que c'est toute l'idée. Ok, à la fin, il sera surpayé, mais quelle est la valeur de l'avoir maintenant? Est-ce que Boston aurait été champion sans Jrue Holiday? Je pense pas. Est-ce que le contrat de Jrue Holiday est dans le même temps surpayé par rapport à son âge et par rapport au long terme et par rapport à la somme qu'il obtiendra dans les années 3, 4, 5? Oui, mais pourtant, il a aidé Boston à avoir un titre. Il fera pas de vieux os à Boston, Jrue Holiday. Ça paraît assez évident qu'il va être rééchangé contre Alex Caruso ou un mec comme ça, quoi. Un nouveau connecteur, un peu dans le même profil, mais plus jeune, quoi. Je pense. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que, en fait, Boston et Brad Stevens, ils ont pris Jrue Holiday. Ça veut pas dire qu'ils comptent le payer eux-mêmes en 2026, 27 et 28, en fait. Je pense pas. Ils le rééchangeront. Donc, pourquoi aussi, dans cette évaluation du contrat de Paul George, pourquoi faut-il se dire non, mais il faut pas donner le contrat parce que en 2028, il sera surpayé. À 37 ans, il sera surpayé. Oui, mais ce sera peut-être pas ton problème, en fait. Et
On est d'accord, de base, on peut le dire, c'est plus facile à dire qu'à faire. Ok. Mais en même temps, on a aussi vu que c'était un argument, un argument présenté et demandé par Paul George de bon ben donnez-moi cette 4e année de contrat, vu que vous ne m'accordez pas de no trade clause. Donc a priori, vous allez finir par m'échanger, mais au moins, donc donnez-moi ce contrat, comme ça quand vous m'échangerez, ben, j'aurai ma somme, quoi. Donc c'était même un peu tacite que y aurait un échange. Donc c'est pour ça que cette idée et faire des raisonnements de non, les Clippers ont raison parce que il aurait été surpayé la 4e année, bah oui, il aurait été surpayé, mais peut-être pas par toi. Donc tu aurais même pu profiter là pendant encore, allez, 2 ans. Pendant 2 ans, tu te fais 2 vrais changes de titre et peut-être qu'un jour ça va finir par ça aurait fini par te sourire au niveau blessure et donc tu aurais peut-être eu un titre, ok. Et puis ensuite tu les changes et c'est plus ton problème. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on aurait dit? Imaginons qu'on ait eu ce scénario. Les Clippers qui donnent beaucoup d'argent à Paul George, qui gagne un titre, qui ensuite l'échange, bah, le surpayage, ils s'en lavent les mains. C'est pas pour eux, quoi. C'est pas leur problème. Ils ont juste eu le côté positif du contrat, le début, et puis la fin, non, c'est même pas eux. Bon, je répète, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais je répète aussi, par rapport à notre point qu'on a déjà développé, déclin, d'accord, mais à quel point? À quel point est-ce que Paul George aura décliné en 2037, j'allais dire, non, en 2028 à 37 ans? Décliné, oui, mais est-ce qu'il sera un contrat minimum? Est-ce que ce sera un mec de un 10e homme de rotation? Non, pas forcément. Je pense pas. Donc, il y a aussi ce truc il aurait de toute façon intéressé pas mal de gens et même plus globalement, je pense qu'on a parlé de la fin de cycle et de dire que voilà, dans 4 ans ils sont plus candidats au titre. Il y a un truc aussi assez normal, assez classique en NBA, c'est que tu arrives en fin de cycle, soit tu meurs un peu avec tes idées et voilà pour la beauté du truc, soit sinon tu fais tout péter et tu aides en fait la NBA, comme dit, vu les règles un peu d'échange, de draft, de salary cap, etc., on peut pas avoir la continuité qu'on a dans le foot, où bah, tu peux recruter toujours été après été, tu peux recruter toujours le meilleur, etc. En NBA, il n'y a pas ça. Donc, il y a un peu des alternances de cycles qui sont tout à fait normales entre tu construis, tu reconstruis, tu grandis, tu deviens une bonne équipe, ensuite tu deviens une équipe d'élite, tu vas même au titre parfois, et puis après, qu'est-ce qui se passe? Généralement, bah, tu repars à la case départ, en fait. Tu redeviens, bah, on reconstruit, quoi. Et voilà, c'est parce que c'est compliqué. Le salary cap, il faut additionner pas mal de trucs, il faut additionner petit à petit construire. Mais une fois que t'es construit, une fois que tu as ton effectif, tu peux plus faire aussi facilement des ajouts parce que le salary cap est déjà blindé, donc pas le droit de faire d'échanges, pas le droit de signer de free agent, etc., etc. Donc c'est un peu un cycle normal, ça. Une fois que t'es tout en haut, en fait, la suite c'est bah, tu reconstruis quand même de beaucoup plus bas. Et donc c'est aussi un classique en NBA pour pas mal d'équipes d'accélérer un peu ce processus, ou en tout cas d'aider le nouveau cycle de reconstruction, non pas en attendant que la valeur des joueurs meure et que voilà, c'est vraiment la fin, tu meurs, et ensuite tu renais de tes cendres, mais de trancher un peu en amont pour aider cette reconstruction. Là, je pense notamment à ce qu'a fait Boston. Boston avec à l'époque Pierce, Garnett. Bon, ben voilà, ils sont encore en playoff. En plus, ils sont en playoff sans Rondo, qui est blessé en 2013, qui fait pas du tout les playoffs. Et voilà, c'était encore une équipe compétitive, Boston. Et pourtant, qu'est-ce qui se passe? On tranche et on facilite la reconstruction avec un échange de Pierce et Garnett. On les échange, comme ça on a en retour des futurs assets qui vont nous aider pour le prochain cycle. Voilà. Toronto, c'est un peu pareil. Ils ont pas... Masai Ujiri, il a tardé, mais il n'a pas tardé au point de ne pas échanger ni Siakam ni Anunoby, les laisser filer pour rien. Non. L'équipe était pas mal, mais tu tranches, tu les échanges avant la toute fin du cycle, et comme ça, tu as de nouveau des choix de draft, des jeunes, et tu repars sur de nouvelles bases avec un truc en plus, quoi. Et là, je prends que des exemples un peu récents, mais pareil, hein, Portland. Portland avec Lillard, on a bien compris que de toute façon, t'as plus Lillard. Là aussi, dans cette idée de tout ou rien, c'est soit t'es candidat au titre, soit tu reconstruis, en fait, grosso modo. Et voilà, Lillard, c'est pareil. On l'échange, il a encore une très belle valeur. Et évidemment, on l'échange et ça facilite aussi le nouveau cycle de reconstruction. Bref, je pense que, ok, il aurait été surpayé, mais est-ce que ça aurait été à toi de le surpayer? Bah non, pas forcément. Donc, en fait, essayons un peu de détailler les scénarios possibles. Les scénarios possibles, pardon. Soit Paul George est catastrophique. Et si en effet, en 2028, Paul George est catastrophique, là je parle dans l'idée, si tu lui avais donné le contrat de 4 ans, vous avez compris. Tu lui donnes le contrat de 4 ans, soit Paul George, il est cata. Vraiment, le déclin arrive de manière fulgurante. Personne n'en veut. Mais en même temps, c'est pas grave. Parce que s'il est cata, ça veut dire que toi aussi, t'es catastrophique. Et donc, t'es pas contender.
Donc, si t'es pas contender, voire même t'es assez moyen, c'est pas grave juste de le payer, en fait. Comme on a dit. L'optimisation fiscale, l'optimisation salariale, elle est surtout importante pour les candidats au titre, pour les très très bonnes équipes. Mais finalement, si Paul George il est kata, ça veut dire que toi aussi, en tant qu'équipe, t'es kata. Et que c'est pas très grave. Allez, on finit l'année, la 4e année, tu le surpayes, et puis voilà. De toute façon, tu joues rien, de toute façon, si Paul George est kata. Donc c'est un peu le serpent qui se mord la queue, dans ce cas-là. Soit sinon, deuxième hypothèse, dans cette 4e année, Paul George est génial. Voilà, faisons l'inverse. Paul George est génial. Dans ce cas, non seulement c'est pas surpayé, mais en plus, tu peux toujours t'en sortir et l'échanger contre quelqu'un. Soit tu le gardes et tu continues à bien jouer avec lui, soit tu l'échanges dans un méga trade. Voilà. Soit sinon, autre hypothèse, il est encore assez bon, mais sans non plus être kata ou mauvais. Il est encore assez bon. Pas génial, mais pas kata. Dans ces cas-là, même surpayé, tu auras toujours une équipe pour tenter le pari, je pense. Sauf si on est vraiment sur un déclin qui est trop gros, mais là on rebascule sur la catégorie, Paul George et kata. Voilà, par exemple, si je vous parle de Kevin Love à l'époque, non. Kevin Love, il était kata relativement à son contrat. Là, je parle de la fin aux Cavs. Les Cavs l'avaient re-signé un gros contrat pour l'échanger. Blessure, mauvais, trop mauvais, très 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 mauvais, très très mauvais, ça s'est fini en buyout. Voilà, là je parle pas de ça. Là je parle de le scénario où il est quand même relativement encore assez bon. Pas superstar, mais quand même assez bon. Et pas le 10e joueur de rotation. Un Paul George qui est encore très solide. Là, il y aura forcément quelqu'un pour le prendre. Et même à un fort salaire, je pense qu'il y a toujours une équipe pour faire ce genre de truc et pour faire une location, même sur 6 mois. On le voit assez régulièrement. Des mecs où t'arrives pas à les échanger, et puis, en fin de contrat, la toute dernière année, finalement, t'arrives à l'échanger. Parce que y a tel contender qui se dit, tiens, lui, ça peut être pas mal, c'est pas parfait, mais c'est pas mal. On a l'équipe en l'état, notre équipe, elle est pas mal, mais on peut faire mieux. Allez, on fait le pari, on fait la location. Ok, il est très cher, mais aucun engagement parce qu'ensuite il est free agent. Donc voilà. Donc finalement, vous voyez que dans cette histoire de trade qui est totalement plausible, puisqu'il n'y avait pas de no trade clause impliquée, Paul George aurait eu cette 4e année sans la no trade clause, donc l'échange aurait été largement possible et même probable. Il n'y a aucun des scénarios où c'était catastrophique. S'il est kata, ça veut dire que t'es kata aussi, et c'est pas grave, tu le payes, et de toute façon t'as rien à jouer. S'il est génial, soit tu le gardes parce que t'es encore bon, soit tu l'échanges contre un méga pactole, 4e ou 3e année d'ailleurs, soit sinon, s'il est encore juste assez bon, il y aura toujours un mec pour venir le prendre. Il y aura toujours une équipe qui est dans un moment, un cycle un peu différent, qui va se dire, allez, pour 1 an et demi ou même pour 6 mois, on le prend, c'est cher, mais c'est très peu en termes d'engagement, et c'est peut-être l'ajout qui va nous faire gagner. Donc voilà, pour moi, ça part aussi d'un mythe, là encore, mais je sais pas, mais une espèce de mythe qui traîne un peu de il faut enchaîner les cycles sans embûche. Alors que moi je pense, comme expliqué, la normalité c'est plutôt que tu deviens bon, tu deviens très bon, et d'un coup, hop, la fin du cycle, tu repasses à reconstruction. Alors qu'il y a un peu parfois cette idée de non, on peut pas, là par exemple, on peut pas s'engager sur Paul George qui va être surpayé parce que, en gros, le sous-entendu c'est que, non, s'il est surpayé, ça veut dire ça va limiter un peu notre marge de manœuvre et donc notre niveau. Donc derrière ça, il y a aussi l'idée que, non, mais Paul George sera surpayé, mais on veut pas l'avoir surpayé parce que ça nous empêcherait d'être encore excellentissime. Bon, là-dessus, je pense que les équipes qui font ça, souvent, c'est un peu jouer sur les deux tableaux, jouer sur les deux timelines finalement, et que si tu priorises un peu le nouveau cycle qui va venir, ça veut dire que tu ne sers pas complètement les intérêts du premier cycle en cours. Voilà, et comme on l'a déjà dit, un titre NBA c'est tellement dur, il faut faire un all-in absolu sur tous les plans. Donc si t'es déjà en train un peu de te dire non mais je peux pas me séparer de tel jeune, je peux pas me séparer de ça, je peux pas trop surpayer, parce que en fait si tu penses déjà au cycle d'après, concrètement ça veut dire que tu vas pas tout mettre en œuvre pour que ton cycle actuel soit poussé à son paroxysme en fait. Je pense. Donc là encore, ce mythe de on peut enchaîner des cycles de compétences encore et encore. Moi je pense pas, je pense que c'est pas grave. C'est pas grave. Si vraiment le cas catastrophique, Paul George aurait été surpayé, c'est pas si grave que ça, parce que de toute façon, la probabilité que tu enchaînes un cycle en étant candidat au titre là comme Kawhi Paul George avec un nouveau
directement où tu es encore candidat au titre, bah, ça n'arrive jamais. Il y a une seule équipe qui a semblé y arriver, c'était les Spurs. Souvenez-vous, hein, quand ils enchaînent 20 ans de Duncan, ok, Duncan prend la retraite en 2016, et on se dit, bon voilà, comme tout le monde, ça va décliner, Tony Parker aussi, etc. Fin de cycle total. Et derrière, il y a quoi? Il y a Kawhi Leonard. Plus la signature en free agency de LaMarcus Aldridge. Et donc, 2017, post-retraite de Duncan, on est encore sur une équipe fantastique. Et on se dit, ben voilà, il n'y a que les Spurs qui font ça, il n'y a qu'eux qui le font, d'arriver à enchaîner des cycles sans embûches. Bon, on a vu que même eux, non. Même eux, ça les a rattrapés un peu le côté parfois diva de Kawhi Leonard. On va pas rouvrir ce dossier-là, mais vous voyez que c'est compliqué, c'est même impossible d'avoir ce rêve de dire, non, on peut enchaîner les bons cycles. Et donc, non, il faut pas surpayer Paul George parce que ça peut nous embêter pour la suite. Non, mais non, en fait. Ça paraît irréaliste, en fait, je trouve. Mais bref. Mais pour finir, je voulais quand même un peu prendre un exemple assez parlant. J'espère qu'il va vous parler. Mais c'est le cas de Klay Thompson à Golden State. Je pense que le parallèle est un peu sympa à faire là-dessus. Vous allez voir un peu... Parce que là, vous allez me dire, vous pouvez me faire le procès. Mais t'es gentil, mais t'es très dans la théorie. Mais bon, ça se passe pas comme ça en vrai. Je trouve qu'avec le cas de Klay Thompson, vous allez voir que ça s'est passé comme ça en vrai. Donc, rappelons l'aventure Klay Thompson, pas depuis le début, mais souvenez-vous, donc la blessure en finale NBA 2019, ok. Il était free agent, donc c'était ça qui était un peu malheureux, c'est qu'il se fait le genou en finale NBA alors qu'il est free agent un mois plus tard. Bon, la franchise, avec sa loyauté, lui propose quand même un contrat. T'es blessé, c'est pas grave. Un max, non peut-être pas un max, mais un méga contrat. Plus de 40 millions d'années, 45, sur 5 ans, pas de problème, on te le donne. Donc, 2020, il joue pas, blessé. 2021, rechute, il joue pas du tout non plus. Il revient en 2022, ça va au titre. Et puis ensuite, en effet, 2023 et 2024, on a bien vu que il était quand même un peu surpayé et que le rendement était de plus en plus en déclinant. Ok. Mais c'est aussi là-dessus que je trouve que l'exemple est assez bien, parce que sans Klay Thompson, il n'y a pas le titre en 2022. Pas du tout. Et pour le coup, je pense qu'on pouvait se faire les mêmes réflexions à l'époque avec Klay Thompson, de dire, bah non, là vous êtes clairement en train de surpayer parce que vous allez perdre Kevin Durant, ça on le savait. Ensuite, Klay Thompson, il est blessé, mais bref, il y avait un peu une espèce de surcompensation. Et même à l'époque, on savait qu'à la fin du contrat, il serait surpayé. Voilà, Klay Thompson, c'est le j'ai pas envie de dire lieutenant parce qu'il y a une connotation négative pour certains avec ça, mais c'est un excellentissime joueur. Mais je veux dire, voilà, quand il arrive, il a 29 ans au niveau des finales NBA 2019, 29 ans, blessure au genou, contrat de 5 ans, la probabilité pour qu'il soit surpayé à 34-35, elle est quand même assez grande. Vous allez me dire, c'est un peu plus jeune que Paul George, mais il y a l'aspect blessure aussi. Donc, la proba pour qu'il soit un peu surpayé sur la fin du contrat, elle était là. Mais elle était présente, on en avait parlé à l'époque, même nous déjà à l'époque, sur l'écho des parquets. Donc, l'aspect surpayé, oui. Et pourtant, ils l'ont donné le contrat. Et en effet, à la fin, là, ça fait quand même 2 ans qu'on se dit, bon, ben, ça marche plus, quoi. Enfin, on a bien compris qu'il y a une trop grande disproportion entre la somme sur laquelle il est payé en 2023 et 2024. Il a été payé, c'était quoi, plus de 40 millions d'années. Je retrouve à 40 millions et 43 millions d'années pour, dans le même temps, un rendement qui était de plus en plus déclinant. Donc oui, ça fait 2 ans qu'on râle, ça fait 2 ans qu'on dit, ben non, surpayé, c'est pas bien, etc. Ça marche pas, ça bloque la construction d'équipe, ainsi de suite. Ok. En attendant, le titre NBA, ben ils l'ont eu, Le titre en 2022, ils l'ont eu. Est-ce qu'ils l'auraient eu sans Klay Thompson? Évidemment pas. Je pense pas. Il fait que 32 matchs de saison, mais il fait tous les playoffs surtout. Et donc, vous voyez que ça rappelle un peu à cette notion de la valeur des contrats qui n'est pas obligée d'être linéaire. Oui, quand tu proposes à un mec qui a 29 ans, qui vient de se blesser gravement au genou, et même sans parler de rechute, on ne savait pas qu'il y aurait une rechute, mais un mec de 29 ans, blessé au genou, qui n'est pas une méga star, tu lui proposes un méga contrat, sans doute un peu plus élevé que son statut et son rôle n'a jamais été. Lui, ça n'a jamais été le gros créateur, etc. Et pourtant, tu lui proposes, tu sais que ça va être surpayé, mais tu le fais. Et oui, bah ouais, tu profites quand même pendant, au début du contrat, première partie. Bah ouais, t'as bien fait. T'as bien fait. Puisque à la fin, c'était nul, et t'as un peu subi ça. Mais en même temps, sans ça, t'aurais pas du tout eu le titre de 2022. Et donc t'as pu faire ce compromis de je donne le contrat à long terme, qui va être cher, qui va être pénible à la fin, mais
je le donne, c'est le compromis pour avoir Klay Thompson sur les 2-3 premières années du contrat, où il va être largement rentable. Et en plus, comme il y a le titre au bout, ça fait plaisir, ça permet de valider. Non mais voilà, c'est un peu ça l'idée. Et d'ailleurs, au passage, on parle beaucoup de les Clippers ont eu raison de ne pas le surpayer. Est-ce que du coup les Sixers ont eu tort de donner un contrat de 4 ans ou pas? Je suis pas sûr. Et d'ailleurs, ce qui va un peu dans mon sens, c'est que là actuellement, on parle beaucoup de les Clippers, ils ont un peu eu raison. De l'autre côté, on parle aussi de excellent move de la part des Sixers parce qu'il va aider, etc. Et ce qui est exactement ce dont je parle en fait. L'aspect de les Sixers, ils ont mis ce prix-là parce qu'eux, ils avaient aussi un prix d'acquisition en plus, on va dire. Il faut quand même convaincre, donc il faut qu'on ait un atout en plus de te faire venir comparé aux Clippers. Donc eux, c'est peut-être aussi pour ça, mais je pense qu'ils ont mis ce prix-là. Je pense que Daryl Morey, il sait aussi que peut-être, probablement, Paul George ne sera pas un joueur à 50 millions en 2028. Possiblement. Comme on a dit, il y a des nuances. Il faut voir aussi à quel point est-ce qu'il ne les vaudra pas. Est-ce qu'il sera plutôt autour des 35-40 en termes de niveau, ou plutôt au niveau des 5 millions l'année, et il sera un scandale. Mais voilà, je pense que c'est pareil en fait. Tous les arguments que j'ai énoncés aujourd'hui pour les Clippers, c'est pourquoi ils auraient dû le faire, ce sont exactement les mêmes arguments et les mêmes raisons pour lesquelles les Sixers ont fait ce move, pour le coup. Oui, on sait que la fin du contrat pourrait être un peu compliquée, mais c'est pas grave, parce que nous, ce qu'on veut, c'est gagner maintenant. C'est gagner avec Embiid, avec Maxey, avec Nick Nurse. Donc oui, on va peut-être surpayer la fin de contrat, on va donner un 4e année qui ne vaudra peut-être pas, ou il ne vaudra peut-être pas cette somme-là, mais si c'est juste ça, le compromis pour l'avoir dès maintenant, on le fait quoi. Donc bref, tout ce que j'ai dit un peu de ce pourquoi les Clippers auraient dû le faire, je pense que les Sixers ont fait exactement pour les mêmes raisons. J'espère que vous voyez un peu ce que je veux dire après 1h30 de divagation sur des contrats. Mais bon, juste pour finir aussi, moi, ce que je trouve un peu surprenant, j'en ai déjà un peu parlé, je crois, au tout début, mais je trouve que c'est extrêmement surprenant, ce choix. Je me demande à quel point il n'y a pas d'histoire de conflit un peu en interne et que la situation s'est envenimée ou que, plein de raisons, quelle que soit la raison, mais je trouve ça très surprenant que les Clippers aient fait ce choix. Si moi, simple pauvre podcasteur, je peux vous faire un peu ce raisonnement sur le coût de garder Paul George ou pas, et la différence entre le coût et le contrat individuel, je pense que les mecs des Clippers le savent, je veux dire, c'est évidemment. Mais c'est pour ça que je suis un peu surpris, pour le coup. On était quand même dans un mode all-in assez évident. Et en plus, all-in piloté par les stars. Et là c'était pas le moment de faire la fine bouche, en fait. Vous voyez que là, je parle depuis 1 heure sur le contrat, sur la 4e année ou pas la 4e année, sur, en fait, le surpayé, c'est pas surpayé, en fait, c'est important par rapport au contexte, etc. Mais, en fait, ça ressemble pas du tout à ces Clippers. Voilà, on a une équipe qui, certes, elle est blessée, mettons ça un peu de côté, même si, pour certains, j'entends déjà les oui, mais en même temps, c'est peut-être aussi le facteur blessure qui a poussé à faire ça, et à la limite, ok. Mais le truc, c'est que on a affaire à une équipe qui, quand elle est sur pied, et je pense qu'un jour, elle sera sur pied en playoff, une équipe qui est élite en NBA, une équipe qui a un style de jeu totalement adapté aux playoffs et à réussir en playoffs, c'est-à-dire densité d'effectifs, switchabilité, polyvalence défensive pour justement faire des switches et pour ça. Et de l'autre côté, un style de jeu offensif qui n'est pas hyper fluide et qui n'est pas hyper élaboré, qui ne va pas impressionner en série régulière, mais qui est parfait pour les playoffs. Le stratégique, je vais cibler un tel, ça c'est le playoff. Donc, on avait ça. On avait de l'autre côté le all-in avec James Harden, piloté en sous-main par les joueurs qui étaient un peu tous d'accord, ok. On avait une équipe qui n'hésite pas à dépenser encore et encore, ils l'ont prouvé, les Clippers. Avant le nouveau CBA, on avait 2 équipes qui sortaient du lot, c'était Warriors et Clippers, qui faisaient exploser la masse salariale de manière incroyable, mais vraiment c'était Clippers et Warriors au-dessus du lot, quand à l'époque où il n'y avait pas de sanctions, un peu les fameux apron, il n'y avait pas ça, donc il y avait les Clippers qui dépensaient sans compter, parce qu'une fois que tu es au-dessus de la taxe, c'est pas grave, autant y aller, quoi, grosso modo. Donc, ça colle pas aussi par rapport à ça colle pas par rapport au all-in sportif et de construction d'équipe, ça colle pas par rapport à la timeline, on arrive quand même en fin de cycle et c'était maintenant le moment de tout verrouiller. Et pas de faire la fine bouche. Et là, on a un truc où, non, on est un peu tatillon par rapport au contrat,
d'abord on propose à peine 2 ans, ensuite on veut pas proposer 3 ans, finalement on veut bien proposer 3 ans, mais sans la clause, finalement on est un peu tatillon sur la 4e année. Je sais pas, mais il y a potentiellement, je pense, quelque chose un peu en dessous qu'on connaît pas. Relationnel, négociation, je sais pas, mais je sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire, ça correspond pas aux Clippers qu'on connaît. Aux Clippers, c'est Steve Ballmer qui dit, bah non, mais de toute façon, pour gagner, il faut dépenser, on y va, quoi. On y va en termes de salaire, on y va en termes de salary cap, on y va en termes de trade, on y va à fond, quoi. Et là, cet été, pour une 4e année de contrat, pour en 2028, où on sait même pas ce qui va se passer en 2028, si ça se trouve en 2028, il y aura plus Kawhi, il y aura plus Paul George, on sait pas. Mais là, ça fait la fine bouche pour une 4e année de contrat dans hyper longtemps, où la NBA sera complètement différente dans 4 ans. Bah ça, je comprends pas. Je comprends pas. Surtout que, en fait, en plus, c'est même pas comme si genre on avait changé de projet. Kawhi a été prolongé. Tyronn Lue a été prolongé. James Harden a été prolongé. Donc, c'est même pas genre, bon, ben, on arrête, les blessures, on en a marre, on a écouté Twitter, ou les analystes en plateau, on a compris, ils sont injury prone, on arrête tout, allez, on arrête les frais, c'est bon, stop, on gagnera jamais parce qu'on est les Clippers, c'est qu'on est blessé et que cette équipe n'ira nulle part, allez, on arrête tout, on fait tout péter, et puis voilà, merci Paul George, tu t'en vas. Non, on n'est pas là-dedans. On est vraiment sur une équipe qui, en dehors de ce chipotage pour Paul George, ben en dehors de ça, elle a fait comme si, ben non, on prolonge tout, et on continue cette espèce de all-in. Donc, en plus, c'est là-dessus où je comprends vraiment pas. Après, d'un autre côté, est-ce que, par hasard, justement, ça commencerait pas peut-être à indiquer de nouveaux objectifs? Peut-être. Et qu'est-ce que j'entends par là? C'est, bah, j'en rigolais un peu, mais à quel point est-ce qu'on n'a pas aussi la direction qui était en train de se dire, bon, bah finalement, ouais, il est peut-être temps d'abandonner le projet, quoi. Autant quand on les a signés il y a 5 ans, ils n'étaient pas injury prone, et que bon, le public en a peut-être un peu fait beaucoup pour un Kawhi Leonard qui manque 1 an et demi. Bon, ok. En fait, ils le sont devenus injury prone, mine de rien. Et que voilà, j'ai dit, ils n'ont pas eu de playoff avec les deux sur pied depuis 2020. Rendez-vous compte. Mais voilà, les récurrences en termes de blessures, c'est pas du hasard non plus, quoi. Donc, il y a peut-être ça, il y a peut-être le fait que, comme dit aussi, ils dépensent énormément et il n'y a peut-être pas de retour espéré, hein. Parfois les mecs ils réfléchissent comme ça, hein, genre bah, je paye beaucoup, j'ai pas mon titre, quoi. Comment ça marche, plus le fait que le nouveau cibier, les sanctions, etc., peut-être aussi que on a un nouveau logiciel. Je voulais un peu finir par ça, c'est peut-être que on commence un peu à changer d'avis, et peut-être que ce qui peut ressembler à un simple chipotage sur un projet qui dans l'ensemble semble être all-in et dépensier à tout va, et donc ça colle pas, peut-être qu'en fait c'est peut-être non pas un truc qui sort du lot, c'est peut-être la première pierre d'un possible changement de projet aux Clippers. Ce serait un peu, moi, le seul cas où je comprendrais un peu ce changement de cap, où je comprendrais ce move de pas donner la quatrième année. Encore que quoique, même là, tu te dis, bon, bah, si vraiment ils veulent tout faire péter, bah, il vaut mieux le prolonger et ensuite l'échanger directement, quoi. Mais bon, bref. Je me demande à quel point on commence pas à se diriger vers une fin de cycle, et comme je l'ai dit, les fins de cycle en NBA, parfois, certains choisissent de pas attendre la toute fin, mais d'échanger les éléments majeurs avant la fin pour en tirer quelque chose. Et 2 choses. D'abord, les Clippers auraient peut-être tout intérêt à faire ça parce que vous le savez, pour avoir les mecs qu'ils ont aujourd'hui, qu'ils avaient Paul George mais aussi James Harden, ils ont beaucoup dépensé en termes d'assets, d'échanges. Donc, ils sont un peu à sec. Donc, ça ferait sens, mine de rien, d'échanger au pic de leur forme, en tout cas d'échanger pas trop tard, un Kawhi Leonard, pour un peu se refaire la cerise. Je caricature, mais ce serait un peu l'idée. Vu l'état des assets des Clippers, bah ouais, dans ce référentiel-là, et vu que avec Paul George qui s'en va, t'es plus candidat au titre, est-ce que potentiellement ça pourrait pas être la bonne chose de pas insister avec Kawhi et de l'échanger maintenant, où certes il est blessé, il y a ce risque des blessures, mais il est quand même au pic de sa forme. Donc tu pourrais intéresser pas mal de monde et tu pourrais te refaire un peu ton armoire d'assets, en fait. Je viens d'inventer une expression très moche, mais tu pourrais de nouveau remplir ton armoire, non pas de trophées, pardon, c'est peut-être mon inconscient qui a inventé ça, mais bref, tu pourrais te refaire la cerise. Deuxième élément, néanmoins, pourquoi est-ce qu'ils ne l'ont pas fait, et pourquoi il y a un peu ce truc ambigu de pour l'instant, pourquoi ils laissent partir Paul George? Ils ont re-signé tout le monde. Est-ce que vraiment ils veulent continuer, ou est-ce qu'ils veulent tout faire péter? Et possiblement, on a un peu cette situation ambiguë parce que
Parce qu'il y a une nouvelle salle, en fait. Il y a une nouvelle salle qui vient d'ouvrir, qui va ouvrir sur cette saison 2025, dès le mois d'octobre, je crois. Et donc, bah voilà, tu pouvais pas totalement commencer à enclencher tout ça, la reconstruction, et jouer avec les mecs du Process 2014 dans la nouvelle salle, quoi. C'est, bah non, il faut quand même un peu des trucs qui brillent. Donc, t'essaies un peu de garder ton équipe avec certaines stars pour l'ouverture de la nouvelle salle qu'on attend depuis 10 ans, quoi. Donc, ça aussi, c'est un élément à garder en tête. Autant le côté asset et le fait de te refaire un peu la cerise, il faut le garder en tête. Autant l'aspect aussi de le nouveau stade, la nouvelle salle, ça aussi, c'est un élément qui n'est pas construction d'équipe. Enfin, indirectement qui est construction d'équipe, mais qui est surtout très concret par rapport au propriétaire, quoi. Donc voilà, il y a un peu tout ça mélangé. Je sais pas, mais autre élément aussi à rajouter, on l'a pas dit, mais James Harden a prolongé, ok, mais il a prolongé sur un contrat non seulement très court, de 2025 et 26, donc à peine 2 ans, mais surtout 2026 est une player option. C'est-à-dire que l'été prochain, James Harden peut être de nouveau free agent. Et non pas par choix de la franchise, simplement par James Harden lui-même. Donc, là encore, ça n'a pas l'air de signifier long terme, tout ça. C'est vraiment, enfin littéralement, c'est un contrat de 1 an là qui vient de signer. Donc ça viendrait potentiellement se rajouter un peu à ce truc de peut-être qu'on veut un nouveau cycle, on va peut-être pas trop insister, et bon, on garde un peu pour cette année pour l'ouverture de la salle, et puis peut-être que dans quelques mois on fera tout péter, quoi. C'est possible que on ait fait ce contrat à Harden en lui disant bon ben voilà, contrat court terme, de toute façon on a compris, il n'y a plus Paul George, Kawhi Leonard, les blessures, on va le rééchanger. Donc l'idée c'est cette année, Kawhi et Harden, on tente notre chance jusqu'au bout. Voilà, ensuite en plus pour la nouvelle salle. Et puis après, on verra ce qui se passe, quoi. Mais il n'y a pas du tout une construction long terme pour l'instant avec Harden. Et je me demande à quel point est-ce que ce sera un scénario un peu catastrophe. Hein. Je pense pas que ça va arriver, mais à quel point est-ce qu'on n'est pas possiblement sur à la trade deadline, on fait tout péter, quoi. On échange Harden avant sa fin de contrat. Pour une location en fait, hein, pour quelques mois, pour quelqu'un veut le récupérer pour quelques mois. On échange aussi au pic de sa forme et avant qu'il vieillisse un Kawhi Leonard, par exemple. Et voilà, ça c'est possible que ça arrive d'ici février, c'est possible que ça arrive l'été prochain si James Harden donc devient free agent de nouveau et s'en va, et que Kawhi Leonard est échangé. Voilà, je pense que en tout cas, en février, je serais choqué, mais de l'autre côté, je serais choqué si d'ici 18 mois, on a encore cet effectif en place. Si février 2026, on a encore et James Harden et Kawhi Leonard, là pour le coup, je serais étonné. Et à mon sens, on est plutôt sur un aspect de, allez, peut-être une dernière chance, peut-être revaloriser certains avant de les échanger, peut-être juste être compétitif et pousser. Voilà, on a été favori et chaque année est favori avec la malchance des blessures. Peut-être que ça se trouve, cette année, on va être juste outsider, mais avec tout qui va tomber de notre côté. Un bon coach stratégique pour les playoffs, une superstar qui n'est pas blessée, James Harden peut-être qui, moi je suis pas sûr qu'il ait le potentiel pour rehausser son attaque, mais peut-être que ça va juste assez marcher, peut-être qu'on peut faire un trade par-ci par-là, peut-être que défensivement on va être élite. Voilà, il y a aussi peut-être cette possibilité, mais de l'autre côté, que peut faire vraiment cette équipe des Clippers sans Paul George? Pour moi, je l'ai dit, on est au maximum sur un outsider. Le point crucial à surveiller, et dès le début de saison, ça va être Harden. Le point crucial, le point pivot de cette saison, pour moi, c'est Harden, parce que à quel point Harden peut être bon et à haut volume en attaque, ça peut dicter à quel point les Clippers peuvent être une bonne équipe, parce que la défense, elle va être d'élite. Ok, défense d'élite avec Batum qui est revenu, en plus, je l'ai même pas cité, mais Batum, Chris Dunn, qui est un ajout fantastique à ce prix-là. Derrick Jones Jr. aussi, très bon, on le connaît. Amir Coffey, plus Kawhi Leonard, plus Zubac, qui est un bon pivot défensif, plus Terrence Mann. Je pense que, en plus, avec aussi Tyronn Lue, coach défensif excellentissime, je pense que la défense va être élite. Mais ça, il n'y a pas de problème. Le côté défense de Paul George va être compensé largement, même sa défense off-ball. Par contre, c'est l'attaque qui peut décider de quel va être le niveau de cette équipe. Et donc, par l'attaque, j'entends aussi, forcément, Harden. Est-ce qu'on peut avoir un Harden qui hausse le volume? Est-ce qu'on peut avoir de nouveau une attaque moins axée isolation
comme avant, mais plus axé sur retrouver un Harden à haut volume de pick and roll et donc une attaque un peu plus fluide, un peu plus traditionnelle de pick and roll de James Harden, sans aller sur du héliocentrique, hein, mais juste beaucoup de pick and roll en fait, hein, plutôt que juste match-up, post-up, etc. Peut-être. À quel point aussi potentialité d'un trade dans la saison, je sais pas. Je sais vraiment pas. Il y aurait les options, notamment, je pense à une bouteille à la mer de fin de podcast. À quel point est-ce que, par exemple, un Norman Powell, 20 millions, plus 10 millions de PJ Tucker, 10, 11 millions, presque 12, j'ai dit tout à l'heure, plus, éventuellement une autre pièce à 5 millions, peut-être un Batum ou un truc comme ça, ou un Bones Island, peut-être. Ouais, plutôt Bones Island d'ailleurs. Plus un tour de draft, ou je sais pas, mais contre un Zach LaVine. Bon, peut-être pas. Je sais pas, mais c'est vrai qu'au niveau trade, c'est soit Zach LaVine, soit des méga stars, mais c'est pas sûr qu'elle bouge. C'est pas non plus la folie, quoi. Donc même cette potentialité de trade, elle est pas si évidente que ça. Mais bon, ce sera à suivre. Ce sera à suivre. J'ai hâte de voir parce que il est possible que d'ici un an, on n'ait pas du tout la même équipe en place, ou alors pas du tout les mêmes aspirations. Donc peut-être qu'on va se parler en septembre prochain et qu'on aura affaire à un nouveau cycle des Clippers. Bref, donc voilà pour ce podcast. J'ai fait un peu plus long que ce que j'aurais pensé, hein, mais voilà pour la situation des Clippers qui est quand même assez regrettable, je trouve, parce que oui, ça aurait eu un coup de conserver tout ça ensemble. En même temps, pour résumer à la fin, très grossièrement, pour moi, c'était un coup qui valait largement le coup. Et je pense surtout que tu perds plus à ne pas avoir, entre guillemets, surpayé Paul George que si tu l'avais fait. Malheureusement, je redoute un peu un déclassement de cette équipe sans Paul George, mais ce sera à suivre sur les prochains mois, voir si, même sans Paul George, est-ce que cette équipe des Clippers peut être de nouveau une très 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 bonne équipe et arriver pas blessé en playoff. Ce sera à suivre. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode, j'espère que ça vous aura plu. Et donc voici pour ce petit épisode, encore une fois, de late agency. C'est pas la free agency, c'est la free agency très late, très en retard. Mais qui a son avantage, hein, donc de faire ça en retard, d'avoir un peu des éléments a posteriori. Je vous encourage à aller écouter le podcast de Paul George, si ça vous dit, mais c'est un des très bons podcasts, je pense le seul bon podcast de joueurs, à mon sens. En particulier, celui sur sa free agency est assez intéressant. Et puis de l'autre côté, l'article de ABC News aussi, si ça vous dit, où vous trouverez pas mal de détails un peu sur cette chronologie très intéressante. Donc voilà un peu, voilà pour le cas Paul George. Et vous avez compris aussi, hein, mais je me suis un peu servi du cas Paul George pour parler un peu plus en théorie de pas mal d'éléments, hein, par rapport au contrat, par rapport à la valeur des contrats, etc. Paul George, c'était un peu un prétexte, mais un bon prétexte. Et donc, nous, la prochaine fois, c'est l'épisode 300 du Basket Lab. Donc je n'en dis pas plus, surprise pour la prochaine fois, dans 2-3 jours, l'épisode numéro 300 du Basket Lab. Et donc, sur ce, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Un grand merci pour toutes vos participations, iTunes, Spotify, YouTube. Merci beaucoup hein, pour notamment les commentaires YouTube, ça fait très plaisir. Et merci d'interagir avec moi, en espérant que ça continue de vous plaire. Et moi je vous dis à très bientôt. Ciao.